Et bon voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être là. Oui, comme tous les matins d'ailleurs, on va profiter pour envoyer un salut particulier à tous qui nous regardent loin des frontières nationales, notamment ceux qui nous envoient des messages depuis les États-Unis, depuis également le vieux continent, sans oublier ceux qui nous regardent depuis le Gabon, mais bien entendu, tous qui sont sur l'ensemble du territoire national, à savoir au Cameroun, et qui prennent le temps de nous regarder tous les matins pour recevoir l'essentiel de l'actualité sur le plan national et international. Ça, vous le savez déjà. Mais en ce qui concerne BNews Matin, ce matin, avec le petit débat et la grosse actualité qui tourne autour de cette grève qui est annoncée dans le milieu des enseignants. Nous savons que depuis quelques années, il existe quelques mouvements au Cameroun. On est parti du mouvement OTS, etc. Mais également tous les autres syndicats qui ont pour vocation protéger les enseignants. La grosse actualité qui tourne autour du sport également et le comeback sur le plateau de Yannick Effa. Voilà quelques petites feuilles qui seront déjà sur la table des BNews Matin de ce matin pour pouvoir vous offrir le meilleur de la télévision avec Vicenzo Guinjol. Bonjour. Bonjour Visley, bonjour également à la grosse équipe technique qui nous accompagne tous les matins. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et d'ailleurs ceux qui réagissent sur cette antenne en nous envoyant une série de messages, question de participer à notre production quotidienne. La nuit a été pour vous ou bien c'est un début de week-end déjà? Non, du tout, pas encore un début de week-end. Une nuit comme d'habitude. Ouais. On a profité pour se reposer, pour être d'aplomb ce matin. Alors c'est important d'être là alors que Lorraine Mendo est sur le plateau également ce matin. Bonjour Lorraine et bonne arrivée. Bonjour Visley, merci. Bonjour Vicenzo et bonjour à notre grosse équipe technique et à tous les fidèles téléspectateurs de BNews. Vous n'allez pas nous faire ça ce matin encore en donnant l'impression que vous avez toujours un coup de froid, un coup de vent qui vous menace parce que le fait de caresser vos mains, on a l'impression que vous supportez pas la fraîcheur qui est produite dans ce... Ça va? Non, ça va. Les mains un peu... moites, c'est-à-dire un peu humides. Ah, d'accord. C'est dû à quoi? Je vais dire peut-être à la transpiration parce que c'est un peu au pas de course que j'ai... Ah, d'accord, d'accord. C'est bien de pouvoir transpirer. Vous faites un peu de sport aussi? Ça vous arrive? Bien sûr, je fais du sport. Qu'est-ce que vous faites exactement? Le yoga. Ah, le yoga. Mais attends, le yoga n'est pas plus... certes, c'est un sport, mais est-ce que c'est pas plus spirituel que... Déjà, bon, avant ou après le côté spirituel, il y a le côté, je vais dire le côté fitness parce qu'on s'étire, ça travaille la souplesse du corps et tout. Donc, c'est... Mais est-ce que ça fait transpirer cette affaire? Bien sûr. Ça fait transpirer? Bien sûr. Très souvent, quand j'ai vu des gens pratiquer du yoga, j'ai l'impression que ils entrent en contact avec d'autres esprits. Non, ça dépend, ça dépend. Oui. Il y a des poses qui ont pour, on va dire quoi, qui ont pour objectif de faire rentrer, je sais pas, en contact avec des entités. Mais il y a des poses qui peuvent servir, par exemple, à guérir les maux de tête. Il y a des poses qui peuvent, si vous avez peut-être des problèmes de sommeil, il y a des poses particulières pour améliorer le sommeil, améliorer la circulation sanguine, les maux de ventre, les maux de dos, etc. Donc, c'est un peu... On va dire quoi? C'est un peu un tout en un. Mais qui vous a initié dans cette affaire? Comment est-ce que vous retrouvez? Je fouille énormément. Vous n'avez pas comment dire, un parrain, comme on dit souvent, vous n'avez pas un coach? Non. Vous faites vous-même des recherches? Je fais des recherches. Et vous pratiquez cette affaire. Est-ce que votre entourage a compris réellement ce que vous cherchez dans cette affaire du yoga? Non, je ne comprends rien, mais bon, j'ai pas besoin que tout le monde comprenne tout ce que je fais, donc ça me va parfaitement, oui. Le yoga, ça vient... de l'Inde. De l'Inde, ça vient de l'Inde et de plus en plus également. C'est une activité qui est pratiquée. Oui. Il y a énormément des gens qui se réunissent par petits groupes avec un formateur ou une équipe de formateurs pour apprendre. Ça détend aussi, donc. Un peu de yoga. Je recommande vivement. Vicenzo, ça vous tente? Le yoga? Ouais. Moi, tout ce qu'elle a dit, elle travaille déjà le spirituel. Donc déjà dans les arts martiaux, c'est beaucoup plus déjà d'abord le spirituel. Donc que je le veuille ou pas, les arts martiaux également, c'est du spirituel? Les arts martiaux, c'est même d'abord est-ce que cette affaire intervient? Puisque c'est vrai, on utilise le mouvement des membres, les pieds, les jambes et les bras
pour un objectif beaucoup plus spirituel. Donc, c'est en cela la spécificité des arts martiaux, parce que l'objectif, c'est la perfection de l'être humain. C'est la perfection, c'est-à-dire qu'aussi que, on nous a dit pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, c'est également pour avoir une certaine maîtrise, parce que, étant donné qu'on est formé, on a une certaine technique, on peut résister à certaines attaques sans pouvoir faire la bagarre de rue. Hein. Oui, nécessairement, il faudrait, l'objectif à terme, c'est pouvoir se maîtriser, et nécessairement on va forcément se maîtriser, puisque au fur et à mesure qu'on accentue l'apprentissage, on se rend compte que effectivement l'être humain a beau être tout ce que l'on peut dire, mais il n'est pas très différent d'un papier. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver en difficulté à tout moment, à tout moment. Et du coup, en pratiquant dans ce type de sport, vous avez visiblement les points vitaux d'un être humain. Donc, puisque vous n'aimez pas, vous n'aimez pas les ennuis, il ne faudrait pas aller chercher à faire du mal à qui que ce soit pour avoir précisément ces ennuis. Alors, c'est important de pouvoir le signaler. Donc, aujourd'hui, notez-le, Lorraine Mendo pratique du yoga. Vincenzo Guijol également une connaissance très approfondie et appropriée quand on parle des arts martiaux, mais également nombreux sont ceux qui n'aiment pas dévoiler leur salaire. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que les gens vivent parfois en couple et ils ont la difficulté à dire à madame ou à monsieur, bon voilà, voici ce que je touche, etc. Sauf que depuis quelques heures aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le chiffre du jour qui s'élève pratiquement à 21 millions de francs, 21,5 millions de francs CFA. C'est d'ailleurs le salaire minimum que gagne un commandant de bord camerounais en activité. C'est cette première image que nous vous offrons par ailleurs ce matin. Et en parlant de ce montant-là, ça peut paraître certainement pour certains comme étant un chiffre énorme et grave, un peu plus de 21 millions gagnés par un commandant de bord en activité. Mais ça dépend aussi de la nature du métier, Bisley. Vous voyez, c'est vrai que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sécurisé. Mais en même temps, vous imaginez un accident d'avion. Généralement, on ne sort pas indemne. Donc, j'ai dit, un commandant de bord qui a un salaire de cette nature, moi, je me dis même que c'est bas. C'est bas parce que sa vie est en permanence en danger dans sa profession. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il devrait être rémunéré même davantage. Alors, gagner un peu plus de 21 millions de francs CFA par mois, c'est pas énorme pour vous, c'est tout à fait mérité, comme le signale Vincenzo Guijol sur cette question en disant, mais écoutez, c'est une activité où le commandant est en perpétuel déplacement, il y a des risques, mais également il doit assurer le départ et l'arrivée des passagers à bord de cet avion. C'est pas le salaire le plus exorbitant que quelqu'un puisse gagner. En tout cas, peut-être ça peut choquer parce qu'on est dans un pays où le SMIC tourne à, je crois, c'est 36 000 francs. Bref, on est à moins de 40 000 francs. Ouais. Et du coup, quand on imagine que quelqu'un peut gagner 21 millions de francs CFA, on peut être choqué, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a les métiers peut-être se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes parce que déjà en termes de quelqu'un qui est commandant de bord, c'est très très difficile déjà d'avoir une vie de famille, une vie sociale même, parce qu'on est en déplacement constant. Donc, on va pas, je pense que et puis il y a le facteur risque qu'on prend en considération et le coût de la formation, parce que c'est des choses, des éléments souvent à prendre en compte, parce que j'imagine le nombre d'années qu'on peut passer sur les bancs pour devenir commandant de bord. Il y a les stages et puis il y a des formations encore davantage accentuées pour être parfait dans son domaine, comme on dit. Donc, il y a tous ces facteurs à prendre en considération. Et bon, si après considération de tout cela, on se retrouve à 21 millions de francs CFA pour compenser tout le parcours et tous les risques et plus le manque à gagner côté social, bon,
la vie est un choix, comme on dit souvent. Alors, c'est un extrait qui est rendu public par le quotidien L'économie, mais également rappeler que c'est dans un entretien qu'a accordé Jean-Christophe Ella Nguema, qui avait révélé que depuis du 8 octobre 2024, notamment sur la période de janvier à juillet, les salaires perçus par les commandants de bord camerounais en activité de vol varient entre 21 530 000 francs CFA et 37 692 000 contre ceux des copilotes qui sont et qui tourneraient autour de 17 millions et tout au plus 20 millions. C'était là le chiffre du jour grâce au quotidien L'économie. Ça, vous le savez déjà. Nous avons droit à notre revue de presse qui va arriver dans un court instant. Et alors qu'on a rendu public ce salaire et ceux qui sont encore dans l'hésitation en disant ils vont jamais communiquer réellement combien ils touchent, ce que rapporte aussi leur activité. Certains assument ouvertement leur salaire et parfois sont encore dans les réclamations en disant qu'on mérite mieux. Oui, vous savez, Visley, le salaire, de mon point de vue, est quand même partie intégrante de ce que je vais appeler ici la vie privée. Révéler son salaire, c'est vrai, c'est fait dans une forme de transparence, mais en même temps, c'est aussi une façon de donner des informations sur soi. Voilà pourquoi beaucoup, ils sont nombreux qui rechignent à donner leur salaire. Parce que lorsque vous donnez votre salaire, socialement, on est en mesure de vous catégoriser. Ouais. Donc, comme l'être humain est de nature, comment on dirait, je dirais pas cachotier, mais c'est presque cela. Comme l'être humain n'a pas vocation vraiment à trop s'extravertir, le salaire devient quelque chose de privé. Bon, mais maintenant, on n'est jamais satisfait, Visley. Plus vous avez, mieux vous aimeriez en avoir. Parce que plus le salaire est élevé, plus le niveau de vie également est élevé. Ah. Et l'argent appelant l'argent, on n'est jamais satisfait au bout du compte. Laurel Mendo, doit-on cacher son salaire, le montant, à sa femme ou à son mari? Bon, dans le cas du couple, je me dis c'est différent parce qu'il y a la perspective des investissements communs, on va dire, je vais dire l'épargne pour l'évolution de la famille. Est-ce que les femmes épousent cet investissement commun? Bien sûr. De nos jours? Et bien sûr. Ah bon? Ah non, mais attendez. Mais on dit l'homme, c'est le chef. L'homme, c'est le chef dans les mots, mais en pratique, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que parfois, l'homme au sein du couple peut avoir peut-être des problèmes financiers ou peut-être des retards de salaire. La femme va prendre le relais, soit le goûter des enfants, la ration, les factures. Il arrive même dans certains couples, c'est la femme qui prend sur elle la majorité des charges. Donc, je pense que la question des salaires au sein du couple, il faut quand même un minimum de transparence. Maintenant, à l'endroit des parties extérieures, on n'a pas obligation de révéler son salaire. Parce que dans le cas d'une famille, par exemple, si votre famille sait vous gagner tant, ça veut dire que chacun dans son esprit peut calculer, ok, ça veut dire que moi, ce mois-ci, je peux aller demander à Visley 25 000, il va lui rester tant, donc il peut me donner. Ouais. Moi, je vais aller demander 5 000, il peut me donner parce qu'il gagne tant. Donc, le salaire, vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait révéler à des personnes. On devrait choisir vraiment un cercle très restreint de personnes si on tient à rendre son salaire public, mais divulguer à tout va, je gagne tant, vous attirez des problèmes. Et lorsque vous n'allez pas donner, on va vous traiter de, je sais pas, d'avare, de chiche, vous n'avez pas le sens de la famille, de la communauté. Là, c'est des problèmes que vous auriez pu vous éviter si vous aviez simplement fermé votre bouche, quoi. Plus vous révélez votre salaire, mieux vous vous exposez. Vous vous exposez même aux doléances. Parce que les gens viendront vers vous. Parce que pour celui qui est en face et qui vous écoute révéler votre salaire, vous avez suffisamment. Okay. Et plus vous révélez votre salaire, mieux les gens ont cette propension à estimer que vous êtes en mesure de résoudre leurs problèmes. Exactement. Et du coup, vous n'avez plus de tranquillité, vous n'avez même plus de vie privée. Merci donc à Vicenzo et à Laurel Mendo pour ce commentaire. C'est concerne le salaire d'un
un commandant de bord en activité quand on parle du Cameroun, mais aussi en ce qui concerne l'actu et l'élément de ce matin. On va prendre la direction de l'Ouest Cameroun. Il y a un gros projet qui devrait permettre l'extension de la zone aéroportuaire à Bamingou, sauf que les populations du coin ont manifesté il y a quelques heures pour exprimer leur mécontentement. Tout est parti de la circulaire signée du préfet de la MIFI le 9 janvier dernier. Joseph Fautier-Mboudia annonçait alors la création d'une commission de bornage, une initiative perçue par les populations riveraines comme une énième tentative d'expropriation forcée. La mobilisation a eu lieu le 15 janvier, marque un tournant dans les relations entre l'État et les communautés locales. Alors, cette actualité, avec cet esprit du gouvernement forcément pour le développement du coin, mais là, les populations n'adhèrent pas, ne comprennent pas, ne veulent pas en disant « c'est notre terre ». Pourtant, la terre appartient d'abord à l'État. Oui, la terre appartient d'abord à l'État, mais sauf qu'il faut toujours intégrer la population. Parce qu'un État, c'est un territoire, c'est la population, c'est un gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas constituer un État mettant de côté sa population. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait toujours une forme de dialogue. C'est vrai qu'entre-temps, ou alors après, les pouvoirs publics pourront exiger ou alors estimer qu'ici, il faille passer en force. Mais lorsqu'on on est dans un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, moi, je ne vois pas l'inconvénient à expliquer aux populations le bien fondé de l'infrastructure ou alors de l'acte qu'on aimerait poser sur le fond de terre qui est nécessité ici. Il faudrait toujours amener la population, non pas, bon, peut-être a priori à la collaboration, mais le cas échéant, expliquer aux populations que non, c'est important de construire ou alors diriger l'infrastructure dont on a l'objectif de construire ici. Parce que tout est fait pour le bien des populations. Je ne pense pas que les pouvoirs publics ont vocation à poser des actes qui vont à l'encontre des populations. Mais parce que tous les jours, on réclame le développement, mais si dans certaines parties ou dans certains coins du Cameroun, les populations se mettent tous les jours à s'opposer entre guillemets au projet qui vise à développer la localité, est-ce qu'on ne sera pas finalement loin de cette émergence tant prônée qui permettra au Cameroun en 2035 d'être un pays émergent? Mais, accordons un bénéfice de prudence à cette population qui semble connaître, je vais dire quoi, ses dirigeants, des gens qui promettent mais qui ne réalisent pas. Donc, si il faut exproprier les populations pour ne pas réaliser ce qu'on leur promet, il y a un souci. Donc, quelque part, on peut comprendre ces populations. Si les pouvoirs publics avaient l'habitude... ces populations? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre dans cette affaire, Vicenzo? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Dire, c'est faire. C'est un peu ce que les populations peuvent vouloir revendiquer ici. Vous demandez, du moins, vous exigez l'expropriation ici. OK, c'est pour réaliser quoi? Et il faudrait qu'à terme, l'infrastructure ou alors la réalisation soit effectuée. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on peut comprendre, on peut accorder un bénéfice de prudence à ces populations. Et je dis, il faudrait toujours collaborer. Il faudrait collaborer, mais je pense que très souvent, la collaboration est effectuée entre les populations autochtones, mais également du côté de Bamingou, Lorraine Mendo, on parle alors des terres ancestrales. Et on est en droit de s'interroger finalement. Est-ce qu'on doit comprendre l'attitude de cette population qui a manifesté et qui a exprimé son mécontentement en réalisant cette marche-là pour dire nous, on ne veut pas de cette affaire. On parle quand même d'une superficie de 450 hectares du côté de Bamingou à l'Ouest Cameroun. Le développement a un coût. Si vous voulez des infrastructures, il y a des choses que vous devez sacrifier pour avoir ces infrastructures-là. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande de céder une partie de vos terres pour une infrastructure qui va vous bénéficier à vous et à vos enfants. Vous refusez. Vos petits-enfants. Et vos petits-enfants, les générations à venir. Et demain, vous allez dire, non, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, nous sommes lésés. À un moment donné, je pense que quand on veut
regardez la ville de Yaoundé aujourd'hui, vous parlez de terre ancestrale, vous pensez que la pose centrale, c'était pas la terre ancestrale de quelqu'un, c'était la terre ancestrale pour certaines personnes. Ouais. Mais pour le bien de tous, il a fallu que certaines personnes prennent sur eux de sacrifier ces terres-là pour qu'on puisse construire certaines infrastructures. Il n'y a pas de... Je sais pas, peut-être je vais essayer de reformuler ma phrase pour ne pas heurter certaines sensibilités. Mais le message que je voudrais passer, c'est qu'il n'y a pas des personnes ou bien des groupements qui sont supérieurs à d'autres. Si vous avez besoin d'infrastructures chez vous et qu'on vous demande de céder un lopin de terre pour pouvoir apposer ceci ou cela qui va vous bénéficier à vous et au Cameroun tout entier, mais céder les terres. Ou alors à défaut, on vous laisse là et puis... Mais une fois qu'on cède même les terres, je pense qu'il y a... Et les populations sont indemnisées. Les populations sont indemnisées. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, les populations sont indemnisées, c'est ça. Les populations sont indemnisées. Voilà pourquoi... Vous avez compris l'ironie. Est-ce que les populations sont réellement indemnisées? Mais non, les populations sont indemnisées quand même. Je pense que l'État aujourd'hui se bat pour très souvent respecter les engagements vis-à-vis des populations parce qu'on sait que certaines populations sont appelées parfois à se déplacer pour aller établir leur quartier ailleurs. Mais voir une manifestation comme celle que Janvier est en train de proposer, on s'interroge en disant mais est-ce que dans certaines régions on peut librement, parce qu'on a l'État, venir acquérir des terres, procéder à des indemnisations, procéder également au délogement, mais dans certains coins, et notamment du côté de l'Ouest Cameroun, on s'interroge. Est-ce que, rapidement, avant d'aller chercher la revue de presse, quelques secondes pour Lorraine et Vincenzo sur cette question, est-ce que vous qui nous parlez depuis le début de BNews Matin, que 2025, la terre va changer de couleur au Cameroun, et etc., les taxis ne seront plus jaunes, et etc., est-ce que ce n'est pas aussi loin, par exemple, d'un projet qui a été présenté et défendu pendant des années par Cabral Libri, qui a souvent dit que, ou Elimbi Lombe, que le problème du Cameroun peut venir de cette affaire quand on parle de l'occupation du sol camerounais? Vous savez, la terre, c'est un espace vital. La terre, c'est un espace vital et tout être humain est lié à la terre. Vous parlez ici des terres ancestrales. Voilà pourquoi moi j'estime que non seulement il faudrait expliquer aux populations ce qu'on a l'intention de faire, mais en même temps, on parle souvent d'indemnisation, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Entre-temps, les populations font comment? Vous parlez des terres ancestrales. Vous imaginez ce qui peut être implanté sur ces terres. Alors, généralement, les terres ancestrales sont... vous retrouvez au niveau de ces terres ancestrales je vais dire des sépulcres de ces populations. Oui, Senzo. Si vous allez... Restons lucides quand même. Prenons le cas des villes de Yaoundé et de Douala, toutes les infrastructures que vous voyez, vous pensez qu'il n'y avait pas des sépulcres à ces endroits-là, c'était pas les terres des gens, c'était pas les... Nous étions il n'y a pas des ancêtres. Vous n'avez pas des ancêtres sur ces terres-là. Vous n'aviez pas à l'époque la gouvernance tatillonne que nous avons aujourd'hui. Moi, je parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? C'est facile de dire expropriation pour cause d'utilité publique, mais c'est très difficile d'indemniser à la clé. Il faut indemniser. Indemniser ici, c'est dédommager. Moi, je vais vous dire, mon village, c'est dans l'Oignon Ekele. J'ai été exproprié sur mes plantations. Vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore été indemnisé. Mais suivez votre dossier. Et c'est des millions. Faites je n'ai pas besoin de suivre le dossier. Pardon? Vous n'avez pas été informé à temps? Vous n'avez pas posé... Tout a été respecté au niveau de la procédure. Maintenant, on attend juste que l'État essaye de respecter sa parole et verse de l'argent promis. Tout simplement. Jusqu'à présent, personne n'a rien reçu. Certains ont reçu. Mais à notre niveau, ça veut dire que quelques populations 5-6 ans, on n'a encore rien reçu. On attend. C'est vrai que l'État finit toujours par payer. Voilà. Mais entre-temps, moi, je vais mourir. Hein. Non, vous n'allez pas mourir. Vous allez recevoir votre argent. Pardon? Vous allez recevoir votre argent, vous n'allez pas mourir. Je n'ai qu'à mourir. Parce qu'autant vous venez on n'a pas dit que vous n'allez qu'à mourir, monsieur. On a dit que vous n'allez pas mourir. Vous recevrez votre argent. J'ai besoin de mes ronds tout de suite. Mais je pense que cette image-là n'est pas aussi une bonne image pour le Cameroun. Pas une bonne image. Là, ce n'est pas une affaire qui renvoie à une structure privée, comme on l'a vu parfois dans certaines villes, comme du côté de Douala, où les populations ont été enlevées de force
pour implanter une industrie encore en hôtel. Et par la suite, la justice est revenue à la charge pour dire que les choses ne devraient pas se passer ici. Mais quand vous regardez cette image, on voit des pères et des mères, des petits-enfants qui pensent plus aux ancêtres que de se dire que la vie, certes, on devra avoir beaucoup d'amour et de respect pour les ancêtres, mais on doit avancer dans la vie et se dire en réalité que ce sera bien de voir cette zone-là prendre un peu plus d'allure. Voilà, un peu plus d'allure. D'utilité publique et puis vous levez, vous marchez. Et le motif, parce que si le motif avait été peut-être les indemnisations, on pouvait comprendre. On pouvait vous dire peut-être on a utilisé tel lopin de terre près de chez nous, depuis nous n'avons pas encore été indemnisés, vous pouvez pas utiliser celui-ci. Là, c'est un motif de marche tout à fait logique. Mais vous pouvez pas prendre pour seul motif, ce sont des terres ancestrales. Lorraine, parlant de mes plantations qui ont été... où j'ai été exproprié pour cause d'utilité publique. L'autoroute n'est pas encore finie. Hein? L'autoroute n'est pas encore finie. Et il est bloqué. Non, vous dites bien que l'autoroute n'est pas encore finie. Vous imaginez le dommage que je subis. N'est pas encore fini. Le dommage que je subis dans mon village Macaï. Je subis un dommage. Un abus. Vicenzo, vous n'êtes pas le seul ici. Je ne suis pas là pour parler des autres. Je parle de moi. Vous n'êtes pas le seul ici qui avait eu à céder une partie de votre propriété foncière à l'État. Dans ma famille, on l'a fait également et on sait que c'est pour le bien. Finalement, on ira construire où? On ira construire chacun. On fera quoi si chacun défend sa terre ancestrale? L'autoroute dans l'état où il est. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui se plaignent. Après avoir englouti autant de milliards, ça vous plaît? Vicenzo, est-ce que je peux chuter? Je peux? Merci infiniment. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui se plaignent de ce que Yaoundé n'est pas tracé. Il faut une nouvelle capitale parce qu'il faut copier l'exemple du Nigeria. On a tracé Abuja aujourd'hui. Abuja est une ville parfaite. Cette nouvelle capitale, Abuja 2.0, qu'on ira tracer, vous pensez qu'on ira la tracer dans un Cameroun parallèle? Il y a des gens qu'on va exproprier quelque part pour faire cela et c'est la même chose. Il y a des personnes qu'on doit exproprier si on veut développer, si on veut les gratte-ciel qu'on voit à Abidjan, si on les veut ici, on va devoir exproprier des gens. Les grands ponts et autres, si on les veut, on va devoir exproprier les gens. Le développement implique des sacrifices. Peu importe si on va vous indemniser 10, 15 ans plus tard, pensez au bien collectif. Sur ce plateau, Vicenzo, vous avez toujours prêché. Il faut mettre le Cameroun en avant, il faut penser au bien de tous. Pensez au bien de tous, Vicenzo. Pensez aux intérêts des populations. Si vous voulez exproprier pour cause d'utilité publique, expropriez pour cause d'utilité publique. N'expropriez pas pour cause d'utilité privée. Non, ça c'est peu. C'est fini. À votre avis, c'est fini. Le travail n'est pas fini, mais la partie, je veux dire, vous imaginez que le président en fait état dans son discours, dans son adresse. Vous nous ramenez ailleurs. On a dit, on va exproprier. On a souhaité présenter ces images. Et cette image qui nous vient de Bangungu où les populations sont... S'il vous plaît, donc les populations s'opposent à l'extension de la zone aéroportière à Bamingo. Elles ont érigé des barricades pour dénoncer ce projet qui menace d'engloutir 450 hectares, entre guillemets, de leur terre ancestrale. Mais l'État, certainement, trouvera une solution efficace pour le bien de tous. Chers téléspectateurs de News Matin, comme tous les matins, la revue de presse de Lorraine Mendo. Vous n'avez pas forcément écouté ce que Vicenzo disait. Il dit qu'il a été volé puisque ces terres sont désormais à la disposition de l'État pour utilité publique et pour un Cameroun encore et encore en plein développement. La revue de presse de ce matin, Lorraine Mendo qui fait son show et qui débute cette revue avec le journal. Le drapeau. Finalement, oui, vous êtes amoureuse de ce journal-là. Disons, je ne suis pas amoureuse de ce journal. Toujours numéro 1. Non, pas toujours. C'est très exceptionnel. Oui, hier c'était pareil, mais tous les jours d'avant, je pense que je fais
Allez-y. Tribune a toujours la part belle. Allez-y. Mais la grosse actualité d'hier était le lancement donc de l'exercice budgétaire 2025. Le quotidien Le Drapeau, je vous en prie, merci. Le quotidien Le Drapeau qui ouvre donc cette revue de presse ce matin et les journalistes qui étaient donc dans la suite de la délégation du ministère des Finances qui s'est donné rendez-vous à Boya pour le coup d'envoi du lancement du budget pour le compte de l'année 2025. C'est donc une enveloppe globale de 7317,7 milliards de francs CFA. Un budget qui vise à accélérer les projets structurants, à renforcer la décentralisation et par ailleurs répondre aux défis sociaux et sécuritaires sur l'ensemble du territoire camerounais. Le journal Le Drapeau vous fait le point en page 5 de sa parution de ce jour. Et le journal Le Financier est dans la même lancée et nous parle des directives du ministère des Finances pour l'exécution de ce budget. Il s'agira entre autres de mettre l'accent sur l'import-substitution, de développer les infrastructures de transport et de désenclavement des besoins des bassins de production. Il s'agit aussi de renforcer les capacités énergétiques, de rétablir l'équilibre financier du secteur de l'électricité et poursuivre l'apurement de la dette intérieure de l'État. Entre autres, le ministre Louis-Paul Motazeux, qui a donc présidé à cet événement, était de la partie et le financier d'Afrique, vous offrira une partie de son discours inaugural dans les colonnes de son journal Défi Actuel. Vous offre déjà cette citation en grande une. L'action du gouvernement sera orientée vers des projets visant à booster la productivité économique. Citation donc de Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances. Ce budget 2025 participera aussi au soutien du Made in Cameroun et au renforcement de l'offre énergétique. Je l'ai déjà dit, à la modernisation du réseau routier. Voilà donc des mesures de stimulation de la productivité qui ont été annoncées par le ministre des Finances. C'était hier à Boya lors du lancement du budget 2025. Son discours intégral est à retrouver en pages 4 et 5 du journal Défi Actuel. Nous restons en économie avec Cameroun Tribune qui est également dans les kiosques à journaux ce matin et qui s'intéresse aux filières cacao et café à l'offensive. C'est le titre en grande une. On nous fait donc savoir que soucieux de capitaliser le contexte favorable, notamment pour le marché du cacao, le président de la République Paul Biya a redynamisé mardi dernier le fonds de développement dédié, des missions élargies, organes de gestion reformés et accroissement de ressources sont quelques changements apportés par le décret portant réorganisation et fonctionnement du FODEC. Cameroun Tribune vous fait le point en page 2 et en pied de une. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a reçu les vœux du Nouvel An hier au siège donc de la primature, à savoir l'immeuble étoile à Yaoundé. Les responsables de sa structure ainsi que l'ensemble du personnel étaient donc au rendez-vous pour lui souhaiter les vœux de Nouvel An. Et par ailleurs, le travail d'équipe a donc été prôné au sein de cette structure, travail d'équipe qui devra donc être la ligne directive tout au long de l'année 2025, compte rendu à retrouver en page 3 de Cameroun Tribune. Le quotidien Info Matin, quant à lui, s'intéresse aux produits de grande consommation et on nous fait savoir en grande une que Douala neutralise la janviose. C'est donc à la faveur de la continuité de l'opération spéciale de lutte contre la vie chère, opération instruite par le chef de l'État Paul Biya et mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministre du Commerce Luc Magloambarga Tangana. Ceci dans l'optique de soulager les ménages. Info Matin vous donne davantage d'informations en page 4. Nous restons en économie avec le quotidien de l'économie qui nous emmène hors des frontières du Cameroun pour sa grande une et nous parle des conséquences sur le chiffre d'affaires des ports camerounais, des conséquences donc qui découlent de ce rapprochement récent entre le Tchad et la Guinée équatoriale. Le Tchad qui a donc signé un accord de transport maritime et terrestre avec la Guinée équatoriale suite aux tracasseries rencontrées sur le corridor Douala-N'Djamena. Décryptage et potentielles conséquences sur l'économie camerounaise de ce rapprochement entre N'Djamena et Malabo à retrouver en page 3 du quotidien de l'économie.
Le tri hebdomadaire, la météo, quant à lui, s'intéresse au MIGEF 2035 et on nous fait savoir que ce sont déjà 975 620 personnes qui ont été formées aux technologies de l'information et de la communication par l'Institut africain d'informatique, section du Cameroun. Chiffre légendaire donc de jeunes enfants et femmes qui a été atteint ce 15 janvier à Jorong, c'est dans la région de la Damawa. C'était après la distribution de 220 parchemins aux lauréats de la promotion Yaya Dumba grâce au soutien indéfectible de la première dame, Madame Chantal Biya, et à l'accompagnement des ministres Louis-Paul Motazé et Alamine Ousmane May. Des précisions dans les colonnes du tri hebdomadaire, la météo. Cameroun Insider est dans les kiosques à journaux ce matin et parle politique en grande une et s'intéresse à l'élection présidentielle de octobre 2025. Pourquoi la participation au vote est cruciale, la participation massive. Le journal, dans son éditorial de ce matin, s'intéresse donc à l'utilité et à la nécessité des Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales alors que les citoyens dans leur ensemble devront choisir qui présidera aux destinées de l'État dans les 7 prochaines années. Entre autres, appel à inscription sur les listes électorales, le chef de l'État dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, ainsi que d'autres hommes politiques. La question de la carte nationale, la disponibilité des cartes nationales d'identité, qui sont des pièces donc essentielles pour se procurer une carte d'électeur, est également adressée dans l'éditorial de Cameroun Insider que vous retrouverez en pages 4 et 5 de sa parution de ce jour. Mutation, le quotidien est aussi dans les kiosques à journaux et s'intéresse à cette saisie d'effroi, munitions et matériel militaire. En l'espace de 3 mois, les forces de sécurité et les services de douane ont intercepté d'importantes cargaisons dans le septentrion du Cameroun, notamment dans les villes de Maroua et de Ngaoundéré. Des opérations héroïques qui ne vont pas sans question. Le quotidien en mutation s'interroge sur la provenance de ces armes et surtout sur leur lieu de destination. Et de réponse en page 5 du journal Mutation, et c'est avec le journal Éco-Santé que nous refermons cette revue de la presse. Éco-Santé qui revient sur cette célébration de la journée mondiale du braille, un levier pour l'égalité, mais l'inclusion des aveugles au Cameroun reste un défi, nous fait savoir le journal en grande une. À l'occasion de la journée à elle dédiée, le Coco Bertin, le président du club des jeunes aveugles et habilités du Cameroun, a dressé un bilan mitigé de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Si des progrès ont été réalisés, notamment grâce à des lois et à une sensibilisation accrue, de nombreux défis persistent cependant, notamment en matière d'accessibilité et d'adaptation des postes de travail. Dans une déclaration récemment rendue publique, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, elle aussi, a déploré le cadre normatif et institutionnel qui n'évolue pas pour garantir pleinement les droits des personnes malvoyantes. Le journal Éco-Santé vous propose donc ce compte rendu accompagné d'une analyse en page 3 de sa parution de ce jour. Et sur cette note, mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette revue de la presse. Éco-Santé avec son directeur de publication Ben Boum, qui en passe un salut ce matin, mais également à Coco Bertin, vous l'avez cité, qui est un grand artiste, mais également un grand acteur quand on parle de l'handicap au Cameroun, qui a su traverser toutes ces étapes-là, mais aussi avoir tout un centre qui accueille des personnes parfois qui ont perdu la vue, encore des malvoyants, en leur donnant la possibilité de renouer avec l'éducation. Il nous a rejoint sur le plateau, c'est Christian Ilundu. Bonjour et bonne arrivée, Christian. Bonjour Wesley, bonjour aux copanélistes, bonjour à ceux qui nous regardent à la maison. Alors avec vous, dans quelques instants, on parlera de cette avis de grève générale des enseignants qui est annoncée, mais est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur la une du journal de Mutation qui parle de cette saisie? D'ailleurs, c'est une actualité que vous avez développée au sein de la rédaction centrale des B-News 1, notamment ces matériels militaires qui ont été retrouvés dans le domicile des privés dans le Nord Cameroun, et on s'interroge réellement d'où la provenance de ce matériel militaire-là. En effet. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Ça devrait susciter des inquiétudes, mais heureusement,
nos forces de maintien de l'ordre et même les forces de défense veillent au grain. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils arrivent à mettre la main sur ces individus mal intentionnés, ils font une certaine communication et demandent à ce que les populations soient plus collaboratives pour que de telles actions puissent être davantage menées afin que tous ceux qui développent des idées malsaines et qui, par l'autruchement de je ne sais trop quoi, arrivent à mettre la main sur du matériel militaire, qu'ils soient dénoncés. Parce qu'ils courent les rues. Très souvent, ces gens-là, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, c'était toujours là-bas, je crois, dans le Septentrion. C'était un jeune qu'on avait attrapé en tenue de gendarme, avec le béret, vraiment comme un officier de gendarmerie, mais qui était incapable de donner le nom d'une faculté. Parce que quand on vous attrape, ces gars-là, ils sont malins. Quand ils vous attrapent, il y a des petites questions qu'ils vous posent. Je crois, il avait dit qu'il est étudiant en faculté ou c'est de droit médecine à l'université ça a fait éclater tout le monde, même l'officier qui lui posait les questions. En tout cas, je fais cette anecdote là pour dire que en effet, ça devrait nous inquiéter, nous interpeller davantage, parce que des individus qui ont des effets militaires chez eux alors qu'ils ne sont pas des militaires, pour en faire quoi? Alors si ça provient, ça devrait nous inquiéter. On va féliciter certes les forces de l'ordre pour l'efficacité, mais Vincenzo Guidiol, en parlant notamment de cette actualité, en se disant pour 2025, c'est une année électorale, on va pouvoir élire le futur président du Cameroun, mais également tourner autour des élections régionales, mais également on a l'impression que certains tapis dans l'ombre ont des projets qui n'ont pas cette stabilité et cette paix tant prônée et tant défendue par le système qui nous dirige? Oui, vous faites bien de poser cette question, Vice-D. Voilà pourquoi il faut généralement très rapidement résoudre toute crise sécuritaire ou tout conflit. Parce que tout conflit a vocation, ça c'est indéniable, a vocation à faire naître une économie de guerre. Et dans une économie de guerre, vous trouverez monsieur tout le monde qui essaye de tirer les marrons du feu. Et généralement même, ceux qui tirent les marrons du feu, c'est des personnes les plus insoupçonnées. Et Lundu parlait de peur. Moi, j'ai dit, je ne dirais pas il faudrait avoir peur ou alors ça susciterait de la peur. Il faudrait beaucoup plus être vigilant. Il faudrait beaucoup plus être vigilant parce qu'une fois la peur s'installe, si jamais la peur s'installe au sein de la société, on perd tout pouvoir de... voilà, je vais dire, on n'a même plus la lucidité nécessaire pour pouvoir discriminer à quel niveau se trouve le danger. Donc, j'ai dit, chaque fois qu'il y aura une crise sécuritaire quelque part, il y aura toujours des pêcheurs en eau trouble parce qu'il y a des gens qui se nourrissent des conflits. OK. Mais ce qu'on sait également, c'est que souvent on maîtrise la date, l'année, parfois le jour quand ça commence. Mais maintenant, pour mettre un terme, pour que ça s'arrête, pour que tout s'achève, ça prend énormément de temps. Donc, beaucoup de courage aux forces militaires du Cameroun pour les enquêtes, mais également aux populations qui s'impliquent pour pouvoir dénoncer toutes les pratiques qui ne sont pas bonnes pour un Cameroun indivisible. Dans un monde fortement mondialisé, l'originalité, l'authenticité et la préservation de l'identité restent les seules clés du succès retentissant. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de l'Afrique, émerge une marque inspirante. Zemmour. Un état d'esprit alliant dans la mystique et la cosmogonie africaine, l'intelligence humaine, la puissance, la détermination et la résilience des félins. Zemmour, où la puissance et la détermination sont en vous. Zemmour, votre marque de sport. Zemmour, habilleur officiel de la colombe sportive du Djaïlobo. Fidèles téléspectateurs de BNews, salut. Je suis le prophète Bayar Akame, pasteur résident de la cathédrale de la foi et Koumdoum à Yaoundé. Restez connectés avec nous chaque matin
matin, 5h30, 6h, dans le cadre de notre émission Dunamis. Un moment de puissance, un moment d'onction, un moment de grâce et un moment de grande bénédiction. Recevez la parole prophétique qui va vous accompagner pendant toute la journée. Ne commence pas la journée sans recevoir cette bénédiction. Et à chaque fois que tu es connecté, Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Soyez là, 5h30, 6h, à Binous, Canal SAT 329 et à Tioling, la chaîne 11. Sois connecté et Dieu va te parler, Dieu va te bénir. N'oubliez pas, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je vous aime. Fabrice Événementiel, l'art de sublimer vos moments uniques. Vous rêvez d'un événement à la hauteur de vos attentes? Avec Fabrice Événementiel, chaque occasion devient un souvenir inoubliable grâce à notre expertise et à notre créativité. Décoration personnalisée, faites briller vos vêtements avec des décors qui reflètent votre style et votre thème. Inauguration et réception, accueillez vos invités dans une ambiance chic et professionnelle. Fabrice Événementiel, c'est aussi hôtesse d'accueil, dîner de gala et soirée VIP, foire et salon, aménagement de cuisine et de stand, location de matériel événementiel. Chez Fabrice Événementiel, nous mettons tout en œuvre pour faire de chaque projet une véritable réussite. Notre équipe expérimentée s'engage à répondre à vos besoins les plus spécifiques, que ce soit pour un événement intime ou une grande célébration. Où nous trouver? Rendez-vous en face de la Total Biteng, là où vos rêves d'événements prennent vie. Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé et une prise en charge professionnelle de votre événement. Fabrice Événementiel, votre référence pour des événements d'exception. Osez l'excellence, vivez la différence. Il existe 8 merveilles dans le monde moderne. Les 7 premières consacrent les monuments du XXe siècle qui se distinguent. La 8e, la plus récente et la plus moderne, est l'ambassade du paradis sur terre, le Safiad Hotel de Yaoundé. Toutes les marches de la pyramide des besoins trouvent leur socle dans les tours jumelles du Safiad Hotel. Safiad, ce n'est pas qu'un hôtel, c'est une merveille du monde moderne. Safiad Hotel, faire de votre satisfaction notre priorité. Voilà, rebonjour, bonjour à ceux qui arrivent à l'instant, bienvenue, c'est la deuxième partie de Binous Matin de ce matin et la deuxième partie, l'ouverture est signée Christian Elundu sur notre plateau. Christian, ce matin, on parle de cet avis de grève générale des enseignants en rappelant que depuis le 6 janvier dernier, il y a eu un préavis déjà en disant si rien n'est fait, nous allons passer à l'acte. Et d'ailleurs, c'est une annonce qui nous vient du syndicat des enseignants du Cameroun. En effet, le syndicat, mais je vais vous lire ici quelques consignes que le syndicat m'a donné à ses grévistes. Jour 1 de la grève des enseignants, consigne se rendre à l'heure à l'établissement, mettre les élèves en classe, mettre de l'ordre, mais crème morte, c'est-à-dire aucun enseignement ne doit être dispensé ce jeudi. Évitons de faire apparaître les visages des élèves dans nos différentes photos et vidéos. Nous attendons un maximum d'images que nous allons exploiter dans notre communication durant la grève. Évitez les prises de bec avec vos chefs. C'est crème morte, bouche morte. Vous avez vos avis de grève, présentez-les et ne faites rien de plus. Soyez en possession de vos cartes syndicales aussi. Respectez scrupuleusement ces consignes de grève. Chers coordonnateurs, relayez ces consignes à vos membres tout au long de la journée. Donc, voilà la conduite à tenir. Donc, ce n'est pas une grève brutale. Non, mais il faut d'abord dire qu'il y a certes cette conduite à tenir qui est proposée par les membres du syndicat des enseignants du Cameroun. Mais si on arrive à cette grève, il faudrait savoir qu'il y a des motifs qui ont amené le syndicat à prendre une telle décision. Et les motifs sont connus de tout le monde. Ouais. C'est depuis, je crois, 3 ans, ouais, avec l'opération OTA-OTS, ouais, qui avait
fait son temps et qui s'est un peu calmé, que les enseignants avaient posé un certain nombre de conditions sur la table, des conditions qui tournent autour de l'amélioration de leurs conditions de vie, les recrutements, le traitement salarial, les avancements et autres problèmes qu'ils avaient cités. Certes, le gouvernement, entre-temps, a quand même fourni des efforts. Eux-mêmes, ils ont reconnu quelques efforts pour essayer d'étayer, de résoudre le problème, mais ils estiment que ça n'a pas été assez, ce n'est pas assez ce que le gouvernement a essayé de faire. Et retenons déjà que dans cette situation de grève qui démarre aujourd'hui, il y a déjà comme une dissonance d'idées, deux sons de cloche, parce que vous avez les acteurs du SYNENCAM et ceux du SEC. Ceux du SEC ne sont pas d'accord avec la grève parce qu'ils ont évoqué la semaine dernière, nous avons envoyé une équipe sur le terrain qui avait recoupé et qui avait eu en face le coordonnateur du SEC qui faisait entendre que il n'était pas d'accord pour que la grève se fasse en ce moment compte tenu du caractère frileux, si je peux me permettre l'expression, de l'année 2025. Mais c'est très loin, vrai. Allez-y. Donc, en fait, le SEC estimait que... 2025, là... Le SEC le SEC estime qu'il n'était pas de bon ton que les enseignants grèvent en ce moment. Or, au SYNECAM, on se dit, si on ne grève pas en ce moment, on attendra quelle période? On attendra quelle période? On n'aura plus la possibilité de faire entendre notre voix. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils avaient introduit leur préavis de grève au Premier ministère. Ils avaient listé toutes les récriminations qu'ils formulaient vis-à-vis du gouvernement. Donc, ils ont dit, nous attendons une réaction, qu'on nous mette sur une table pour que les discussions recommencent et qu'elles se poursuivent. Si rien n'est fait jusqu'à la date du 15, et je crois que le 15 c'était hier, nous rentrons en grève. Et apparemment, rien n'a été fait du côté du gouvernement. Et aujourd'hui, les enseignants ont décidé de rentrer en grève, ce qui va encore qui risque encore de compromettre l'année scolaire des enfants qui est en cours. Vous avez tout à l'heure cité l'attitude que devrait avoir chaque membre de ce syndicat. Mais on va aussi rappeler que dans cette affaire, les motifs de cette grève, il y a quelques motifs, notamment le non-respect des hautes instructions du chef de l'État qui avait instruit la poursuite du dialogue entre les syndicats d'enseignants concernant la prise en compte de nos aspirations et de nos préoccupations. Tout à côté également, il y a le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'annonce de la tenue du Forum national de l'éducation, la non-signature du statut spécial d'enseignant, le non-paiement en totalité de la dette due aux enseignants. La grève sera générale et concernera tous les établissements scolaires, publics et privés du Cameroun. C'est possible tout ça, Christian? Pourquoi pas, mais ça peut que se faire progressivement. Les enseignants sont dans une logique où Parce que là, on parle quand même des établissements privés et publics. Hein. Oui, où ils auraient voulu que tout ça se fasse. Le fondateur va écouter cette affaire aussi? Retenons déjà que lors de la dernière grève, OTA-OTS qui avait vraiment fait beaucoup de bruit, les établissements privés n'étaient pas véritablement concernés. Et c'est ce qui avait même d'ailleurs créé une certaine fronde parce que on en était à se demander comment ça va se passer si au privé les enfants continuent à aller à l'école, à recevoir des enseignements et qu'au public les enseignements sont à l'arrêt. Comment est-ce que ça va se passer au moment d'aller aux examens officiels? Or, ce qui pouvait faire réfléchir à ce niveau-là, c'était que c'est la plupart des enseignants du public qui faisaient la grève au public, allaient enseigner qui allaient enseigner dans les établissements privés. Donc, vous comprenez un peu cette difficulté-là, cette différence-là. Mais bon, le gouvernement a pris quelques mesures en ce temps-là pour essayer de calmer un peu la grève. Mais toutes ces mesures n'ont pas véritablement donné satisfaction aux enseignants. Et c'est pour ça que nous avons ce combat qui remet au goût du jour cette question de la grève des enseignants. Lorraine Mendo, les enseignants sont donc mobilisés pour la grève qui est effective depuis quelques heures, déjà quelques minutes, parce que l'école très souvent débute à l'arrivée des professeurs, je crois que c'est à 7h15 ou à 7h, et les élèves à 7h30. Vous croyez réellement à l'efficacité de cette affaire? On a vécu il y a 3-4 ans des mouvements OTA, OTS, c'était des mouvements, mais là c'est le syndicat qui prend la parole pour dire nous sommes fatigués, nos membres vivent dans des conditions déplorables, il faut respecter la parole donnée. Bien sûr, c'est un mouvement et je pense que le moment a été très bien choisi, un moment stratégiquement choisi parce que
Si l'histoire nous enseigne, mais bizarrement, on n'apprend jamais de nos erreurs. La crise aujourd'hui qui perdure depuis, on va déjà sensiblement 10 ans de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle a commencé par des enseignants, les voix des enseignants qui se sont levés. Et les récupérateurs ont récupéré. Et les récupérateurs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et là, nous sommes à 10 ans où on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas encore à résoudre cette équation. Donc, un syndicat qui se lève en janvier 2025, je pense que le message est clair. Les enseignants sont fatigués. Ils attendent parce que là, je veux dire, le message qu'ils sont en train de passer au pouvoir en place, et de leur dire la balle, en fait, elle est dans votre camp. Parce que si vous allez descendre dans les villages et autres localités du pays pour demander aux gens de voter pour vous, quand leurs enfants ne vont pas à l'école, je pense qu'il y a problème. Donc, la grève, elle est stratégiquement choisie. Est-ce qu'elle va porter ses fruits? Peut-être pas à 100%, mais je pense que les enseignants, ils auront quand même... ils vont quand même rentrer avec... Et d'ailleurs, on est en droit de revendiquer des meilleures conditions. Parce que lorsqu'on travaille, on travaille pour avoir un salaire. Ouais. Lorsqu'on travaille, on aimerait, pour avoir un meilleur rendement, il faudrait qu'on soit dans des conditions adéquates. Vous avez dans certaines localités des enseignants qui enseignent, qui font cours sous des arbres, parfois dans des salles de classe qui sont vraiment dans un délabrement qu'on ne peut pas décrire. Les enseignants sont dans leurs droits. Ce sont ces enseignants-là qui forment les Camerounais de demain. Aujourd'hui, on nous parle d'émergence en 2035, fer de lance de la nation. Si ceux qui sont censés former le fer de lance, de forger ce fer de lance de la nation, ont faim, ils donnent coup sous le soleil, ils n'ont pas d'eau à boire. Qu'est-ce qu'on attend? Mais il faut forger le fer, parce que c'est important de pouvoir rester dans le couloir. On doit pouvoir boire de l'eau, quand même. Alors, Vicenzo, la grève est donc annoncée. Il y a eu ce préavis. Aujourd'hui, ça devrait être effectif sur l'ensemble du territoire national. Mais comme l'a signalé Christian tout à l'heure, et comme dans plusieurs secteurs d'activité, on a toujours deux sons de cloche. C'est-à-dire que certains qui estiment que c'est le bon moment, et d'autres qui disent, tout à côté, non, on n'y va pas. Ouais, vous savez, l'unanimité n'étant pas de ce monde, c'est les risques qu'on a. Est-ce que c'est pas ça qui fait un tout petit peu la faiblesse de toutes ces associations, de tous ces syndicats, tous ces mouvements? Oui, nécessairement, lorsque vous n'êtes pas unis, vous constituez une faiblesse. Mais moi, j'ai dit, il faudrait quand même qu'à un moment donné, ceux qui sont autour du président de la République apprennent à appliquer ou alors à respecter ses instructions. Le président a demandé que le dialogue se poursuive avec les enseignants, les syndicats d'enseignants. Le président a planté un décor. Il a dit qu'il faudrait que la paix soit promue avant, pendant et après les élections. Vous savez, nous sommes dans une année charnière. Ce n'est pas du bluff. Le président peut convoquer le corps électoral ce midi même. Et du coup, on entre dans le couloir de l'élection. Et vous imaginez des grèves à n'en plus finir, orchestrées par ces syndicats d'enseignants. Je dis, ça va faire cacophonie avec la campagne qui va commencer. Je me demande même comment est-ce qu'on pourra faire une campagne dans un climat de grève. Je crois que ça fait quand même son dissonant. Et on l'a dit tout à l'heure, ils sont très prêts et vraiment up-to-date, ceux qui sont prompts à récupérer des situations de cette nature, ceux qui sont prompts à pêcher à notre route. Donc j'ai dit, on peut pas servir comment dire, quelque chose d'aussi, je vais dire quelque chose que certains attendent pour mettre le bazar dans la société. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, les instructions du président de la République soient respectées. Alors, si les instructions ne sont pas respectées, Lorraine Mendo, on se dit décidément, le président parle, le gouvernement ne respecte pas, parce qu'il faudrait savoir que cette lettre-là est adressée au Premier ministre chef du gouvernement, où les enseignants disent on est fatigué, on est dépassé, le dialogue s'est arrêté, et même réfléchir sur le système éducatif au Cameroun, rien n'avance, payer nos dettes, rien n'est fait, mais vous la coulez douce, vous buvez du bon vin rouge venu de Bordeaux, etc., alors que l'enseignant qui forme l'élite de demain est dans de mauvaises conditions. Et par la suite, on viendra se plaindre en se disant, il est parti du Cameroun pour le Canada. Non, je pense que justement, si aujourd'hui les enseignants, on observe cette fuite
massive de cerveau dans le corps enseignant et après dans le corps médical, c'est parce que les conditions de travail ne sont pas réunies pour que les enseignants puissent vivre de leur métier, et ce qui est véritablement dommage. Maintenant, je pense que plusieurs ont ressenti le courroux du chef de l'État dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Peut-être l'accent, il n'y a pas eu une grosse emphase sur la question des enseignants, comme cela a été le cas sur la question des routes, par exemple. Mais on le sait, quand le chef de l'État n'est pas content, ça ne s'ignore pas. Maintenant, on espère en tout cas que ceux-là qui sont en charge de ces questions-là, notamment les ministères chargés des différents enseignements et le ministère des Finances aussi, qui a sa part de responsabilité à jouer, parce que les fonds, ce sont eux qui devront décaisser les fonds, qu'ils vont les décaisser, je veux dire, avec une certaine célérité quand sera venu le moment des pourparlers, parce que ce qui va suivre les heures... Mais tout s'est arrêté, c'est pour ça qu'ils sont en train de revendiquer. C'est-à-dire que le dialogue avait bel et bien commencé, mais après, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, peut-être, on ne sait pas c'est quoi les blocus qu'il y a eu en cours de route. Là aussi, on est peut-être, parce qu'on est dans une gouvernance opaque qui ne communique pas assez. Quand il y a... C'est pas très fort quand même. Non, on ne communique pas, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? Quand il y a des blocages, on ne nous dit pas. On ne communique pas. Non, mais est-ce que vous avez écouté le mot qu'elle a utilisé? Opaque. Opaque. Ça dit que c'est mort, là. Non, c'est quoi? C'est pas transparent. Parce que moi, je ne comprends pas. Non, mais attendez. C'est trop fort. Le contraire de transparence, c'est opaque. Vinsley Oye, vous savez pourquoi ces enseignants... C'est trop fort, madame. Vinsley, vous savez pourquoi ces enseignants... Pourquoi vous grondez? Pas gronder. Vous savez pourquoi ces enseignants reviennent aujourd'hui? Allez-y. C'est parce qu'ils ont sollicité d'être écoutés une fois encore. Ils n'ont pas été. Et le gouvernement aurait pu prendre sur lui de faire encore une communication, ou alors de faire une communication pour expliquer au moins au peuple que les enseignants envisagent de gréver, mais nous ne souhaitons pas qu'ils grèvent parce que nous sommes en train de travailler dans le sens d'essayer de trouver des solutions à leurs différents problèmes. On ne le fait pas. Mais est-ce que par la suite, on ne viendra pas faire des reproches au même gouvernement en disant que vous avez dit que vous faites vous travaillez sans qu'il y ait réellement après avoir communiqué, efficace. Ils pourraient avoir le bénéfice du doute. Ça pourrait calmer les esprits. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que si, depuis que le Sinencam a introduit son préavis de grève au Premier ministère, si on les avait convoqués là-bas, le Premier ministre avait dit, venez, asseyons-nous, discutons. Essayons de voir. Le Premier ministre est très occupé. À faire quoi possible, hein. Il a plein de boulot. Tu es sérieux? Non, mais on parle de réalité. Les instructions moi, je comprends pas. Les instructions du président de la République. Nous sommes dans une affaire où vous êtes les seuls à avoir raison. Non, c'est pas possible. Personne n'a dit qu'il a raison. Acceptez également. Ils ont envoyé. Il vous plaira de voir aujourd'hui, parce que les caméras vont être dehors avec les téléphones. Il vous plaira aujourd'hui de voir que les enfants sont allés à l'école et qu'ils retournent sans avoir reçu un enseignement. Que ça commence aujourd'hui comme ça commence, que ça se poursuive demain et que ça dure même un mois comme ça a été le cas avec OTS et OTA. Vous avez une idée de ce que ça a eu comme conséquence sur l'éducation de nos enfants, de nos petits frères? S'il vous plaît. Sans sérieux. Non, je dis ceci, le préavis a été déposé le 6 janvier. Et ce 16, donc pratiquement 10 jours après... 15, sans qu'il y ait eu une assise, ça veut dire que les responsables étaient occupés. Il n'y a pas d'autre situation au Cameroun. Alors qu'il y a une situation aussi urgente, le Premier ministre n'a pas d'autre charge. C'est ce qu'on a dit. Il a d'autres charges, mais ces charges-là sont planifiées. Et alors, c'est pour ça certainement qu'ils ont envoyé la rencontre. C'est pour ça que Sinencam a introduit son mot d'ordre de grève plus d'une semaine avant, pour donner le temps au gouvernement de réagir. Alors que le gouvernement avait un programme aussi de boulot. Ne vous dirigez pas. Ne vous dirigez pas. Possible. Non, il ne s'agit pas de moi. Non, il ne s'agit pas de moi. On a l'impression. Vous savez, nous parlons ici de gouvernement. Nous parlons du gouvernement. Il ne s'agit pas de moi. Nous parlons du gouvernement. Mais il faudrait aborder tous les angles, non? Le gouvernement dans le Premier ministre est occupé. Le gouvernement a reçu des instructions du président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Pourquoi le gouvernement n'anticipe pas? Vous avez ça, c'est une récitation. Non, mais vous ne maîtrisez pas la pile de dossiers aussi. C'est pour ça que tu te retrouves à nous demander si le Premier ministre n'avait que ça à faire, s'il n'avait pas d'autres dossiers.
Parce qu'il n'anticipe pas. Monsieur Oye, en combien de temps un dossier? Monsieur Lundo, laissez Vicente terminer. Non, vous n'êtes pas sérieux. Non, je suis très sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Monsieur Lundo, s'il vous plaît. Et vous cherchez à nous distraire. S'il vous plaît. Vous c'est de la distraction. Donc, je suis sur scène là. Oui. Ok, je ne savais pas. Désolé de vous le dire. Allez-y. Son adresse le 31. Est-ce qu'il fallait attendre un préavis de grève pour ouvrir le dialogue avec les partenaires? Il a parlé de ça le 31. Le président a parlé de ça le 31. Le président a demandé que le dialogue se poursuive avec les enseignants parce que le président est convaincu qu'il ne devrait pas avoir une crise entre les enseignants et le gouvernement. Et quelques jours après, Monsieur Lundo, s'il vous plaît. Donc ici, il n'y a pas eu, on n'a pas gouverné ici, on n'a pas anticipé. À partir du moment où le président de la République attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut poursuivre le dialogue, il fallait que le gouvernement prenne les choses en main. Est-ce qu'on devrait attendre un peu avant Lorraine, Christian et Lundo souhaitent tellement garder la parole. Christian, à vous la parole sur cette question. Alors, cette grève qui est annoncée sur l'ensemble du territoire national qui concerne les enseignants, ils sont en droit de revendiquer les meilleures conditions de vie. On est tous d'accord. Ils sont en droit de pouvoir poser leurs doléances, mais ils ne décident pas du calendrier. Est-ce que, en parlant même du calendrier, comme Vicenzo disait tout à l'heure, c'est une année importante. C'est une année capitale pour l'avenir du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas supporter, patienter encore et attendre que l'élection s'achève? Vous vous souvenez de la signification? Attendez, moi je sais pas. Vous vous souvenez de la signification de OTS? Mais attendez, c'est tous contre un. Est-ce que vous... Mais je pose des questions. Oui, c'est tous contre un. On a trop supporté. Ils supportent. OTS signifie on a trop supporté. Les enseignants ont trop supporté. On a trop attendu. Les enseignants en ont marre d'attendre, ils en ont marre de supporter. Vous leur demandez encore de supporter quoi? On est tous conscients des difficultés que notre pays traverse. Mais oui, nous sommes des êtres humains, non? La première fois que les enseignants ont grévé, le gouvernement, en tout cas, ils se sont assis, ils ont discuté. La grève a mis le temps qu'elle a mis, mais après, il y a eu des concertations et il y a des décisions qui ont été prises. Il y a des engagements même qui ont été pris. Quelques-uns ont commencé à être respectés. Ça a calmé les enseignants. Mais pourquoi n'avoir pas poursuivi? Ou alors nous, on n'est pas informés de ce qu'il y a des choses qui ont continué à être faites pour que les enseignants ne reviennent plus. Si les enseignants reviennent à la charge, ça veut dire qu'il y a problème. Ce n'est pas nous, c'est les enseignants. Et nous, on est juste là pour commenter les actes des enseignants. Et je vous dis que... Et vous commentez les actes en vous mettant en colère? C'est normal, je suis parent. Je suis parent, monsieur Oye. Mes enfants partent à l'école. Si aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et recevoir des enseignements, alors que nous, on a déjà terminé de payer. Pourquoi j'ai payé? Est-ce que, merci beaucoup, Lorraine Mendo, sur cette question, moi je pose des questions, j'ai envie de comprendre. Je pense que je dois poser des questions pour mieux comprendre. Alors, Lorraine, sur cette question, Christian a quand même énuméré une certaine, certaines conditions de la grève conseillée par le syndicat en disant rendez-vous à l'école, faites des photos, n'enseignez pas, ne rentrez pas en salle de classe, n'utilisez pas des élèves dans ce mouvement. C'est une façon de dire au gouvernement, on vous tend toujours la main. Si vous respectez nos conditions, si vous respectez nos revendications, on va poursuivre notre métier. Exactement, c'est tout ce que les enseignants, ils veulent enseigner. La preuve en est qu'ils ne restent pas dans les quartiers, ils ne restent pas chez eux, ils vont à l'école. C'est pour montrer au gouvernement qu'ils ont la volonté de faire ce pourquoi ils ont été formés. Mais maintenant, il faudrait que le gouvernement respecte ses engagements vis-à-vis d'eux. Vous pouvez pas... il y a eu des concertations, il y a quelques décisions, et puis paraît-il qu'il y a certaines... même les virements qui ont été faits, c'est pas tout le monde qui était inclus dans les virements et tout. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de communication opaque. Parce qu'on ne sait pas, de toutes les communications qu'on a eues quant à la suite de ce qu'il y a eu après les concertations, ne sont venus que des enseignants. Il n'y a pas eu un véritable compte rendu, que ce soit de la part du Premier ministère ou de la part des enseignements secondaires. Il n'y a pas, et puis, l'évolution, comment ça s'est passé après, on n'en sait rien. On voit juste des enseignants qui reviennent à la charge. Et parce que les enseignants reviennent à la charge, on suppose qu'il n'y a pas eu de suite quant au traitement de leur dossier. Mais ces enseignants, ils veulent travailler. Parce que quand on est enseignant, on est en quelque sorte... Je veux dire, c'est un maillon essentiel de la société. Si aujourd'hui on n'enseigne plus, qu'est-ce que les enfants deviennent? Comment est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qui se passe?
Vincenzo Guidjol. Oui, vous parlez des syndicats qui tendent la main au gouvernement. Vous savez, on les appelle les partenaires sociaux, les syndicats. Et un partenaire social tend toujours la main. C'est le gouvernement qui refuse de saisir la main. Le gouvernement refuse de saisir la main, ce d'autant plus que le gouvernement a les moyens. Vous êtes sûr qu'ils ont assez de moyens? Le gouvernement a toujours les moyens. Pour répondre à... Toujours les moyens. C'est l'usage de ces moyens qui fait problème. On nous a parlé de la crise à un moment donné. Non, il faut laisser ça. Parfois, comment? Parfois, c'est l'usage des moyens qui en fait problème. Voilà pourquoi le président a même fustigé l'état du réseau routier. Parce qu'il y a les moyens. Mais parfois, c'est l'usage de ces moyens qui fait problème. Ils appellent ça généralement... ils ont une expression là qui m'échappe un peu. Okay, donc, vous voulez nous dire qu'il y a assez de moyens pour pouvoir régler la situation des enseignants. Christian Elundou, sur cette question, la grève est donc annoncée. On verra l'effectivité sur le terrain. Certainement, l'un des reporters du Tam-Tam du continent sera sur le terrain. Et au 19h30, on aura une information pour savoir si c'est respecté. Dans tous les cas, les élèves sont en danger. Pourtant, ils ne devraient pas être en danger parce que les examens sont à quelques jours. Non, mais je pose des questions. Ils sont à quelques jours de... Puisqu'il y a quelques jours également, on a rendu public le calendrier des examens. En plus, c'est le trimestre le plus décisif. OK. Le plus court. Et vous allez remarquer que très souvent, quand les enseignants décident de gréver, c'est toujours au deuxième trimestre. C'est pas un hasard. C'est pas anodin. C'est bien choisi. C'est les maîtres chanteurs alors? C'est pas de chantage. J'ai dit que le choix de faire des grèves au deuxième trimestre n'est pas anodin parce que c'est un trimestre décisif. Ouais. Et les enseignants savent que quand ils prennent cette décision-là, forcément, ça va attirer l'attention des décideurs pour que le problème soit résolu ou du moins qu'il y ait des débuts de solution à leurs revendications parce que tout le monde sait que le deuxième trimestre, même lorsque nous autres, nous allions encore à l'école, c'est le trimestre le plus décisif de tous les trois. Si vous l'avez manqué, c'est terminé. Voilà. C'est ce qu'il fallait dire en ce qui concerne le petit débat de ce matin. Merci donc à Christian Elundou d'être venu nous parler de cette grève générale annoncée dans le milieu de l'éducation au Cameroun. Marie-Noël Onana, bonjour. Bonjour Visley, bonjour à Vincenzo ce matin et à Lorraine Mendo et à tous les téléspectateurs de Bignos. Comment allez-vous ce matin? Je vais super bien. Vous allez super bien, merci d'être là avec vous. On va faire un tour rapide sur le net pour avoir les dernières actualités et vous évoquer cette situation de séance de délivrance. C'est une fidèle d'une église de Reveil qui finalement a perdu la vie. Bien évidemment, Visley, on va du côté de Nkwaban. Il s'agit donc de cette séance de délivrance, comme on peut le voir en image à Yaoundé. Une femme membre d'une église de Reveil au lieu-dit Eneo Nkwaban qui a fait une chute en pleine séance de prédication du prophète. Et lorsque la séance passée, on voit souvent on impose les mains sur les têtes des fidèles. Cette femme a fait une chute et lorsqu'on l'a conduite à l'hôpital, elle a perdu la vie. Alors, elle a fait la chute, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est arrivée étant malade? Bon, ça, c'est des questions. Oui. Est-ce qu'elle ne se sentait pas bien avant? Est-ce que la séance de délivrance a été forte? Mais on n'a pas toutes les réponses à ces questions. Oui, mais ce qu'on peut te dire, c'est qu'elle est morte. Vous voulez aussi accuser l'église ou le pasteur? Moi, je n'accuse pas l'église parce que je n'ai pas son carnet médical, je sais pas. Peut-être qu'elle ne se sentait pas bien. Peut-être qu'elle ne se sentait pas bien et peut-être c'est aussi le démon qui a été secoué. Et... Mais est-ce que quand même on peut dire aux gens que c'est pas le fait d'être chrétien, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on tombe pas malade. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas perdre la vie. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas être fauché. Parce qu'à un moment donné également, Vincenzo Guidjol, on a l'impression qu'on se dit que quand on est chrétien et qu'on est dans une église, on est immortel, qu'on peut pas tomber malade. C'est possible de se faire cette idée. Mais moi, généralement, ce type de cadre-là me cause un souci. Vous n'êtes pas chrétien, vous? Je suis chrétien. Vous n'êtes pas croyant? Mais je dis, si. Vous n'allez pas à l'église? On peut être crédule, on peut être chrétien, mais tout en gardant une certaine réserve. Qui a dit que tous ces gens qui organisent des rassemblements sont lotis ou nantis d'une forme du moins qu'ils peuvent guérir, qu'ils peuvent soigner, qu'ils ont certains pouvoirs et tout.
Moi, j'ai dit il y a des vendeurs d'illusions. Il y a plein de vendeurs d'illusions et il faudrait que les gens en prennent conscience. Alors, il y a plein de vendeurs d'illusions, mais est-ce que vous savez également que ceux qui vont à l'église trouvent solution à leurs problèmes? Parce que très souvent, on s'arrête juste sur des situations d'échec, mais il faudrait également savoir que les gens vont à l'église et ils trouvent solution à leurs problèmes. Arrêtez de condamner à chaque jour l'église ou encore les pasteurs. Il y a dans toutes les activités quelques brebis, moi j'ai l'impression que dans l'imagerie populaire, ça marche jamais, mais ça marche. Gisley, vous savez, tout ce qui relève de la croyance est souvent, je vais dire, contraste généralement avec la rationalité. Il est difficile de remettre en cause ce que vous dites. C'est-à-dire des gens qui vont à l'église et qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Il est difficile de remettre cela en cause. On va seulement croire que bon, ça peut arriver. Mais sauf que je dis, il y a plein de marchands d'illusions là-dedans. Il faudrait faire très attention. Voilà. Alors, que son âme repose en paix. Tout, et je pense qu'elle a profité, elle a vécu certainement ces derniers moments au sein de cette église-là. Si elle est rappelée par Dieu, alors que son âme repose en paix. On va quitter le Cameroun pour aller et évoquer une fois de plus Anne. Anne, c'est la dame que vous avez présentée hier. Voilà, la Française de 51 ans. Voilà. Victime d'une escroquerie amoureuse. Voilà, allez-y. Il s'agit donc de l'arnaqueur de Anne qui lui avait donc escroqué 860 000 € en se faisant passer pour Brad Pitt. Est du Nigeria. Voilà. Il est du Nigeria, comme vous l'avez dit, il est du Nigeria selon les hackers repentis. L'homme se faisait également passer pour Riff, c'est également un acteur. Voilà, Lorraine qui peut mieux prononcer ses noms. Voilà, il devrait donc être arrêté dans les prochains jours. Donc, Anne pourrait récupérer au moins une partie de son argent. Alors, les recherches, déjà, dans ce reportage-là, ont présenté le Nigeria et le Bénin comme étant des sources où les fabricants, les brouteurs, fabriquent des histoires d'amour et arnaquent notamment plusieurs personnes. Lorraine Mendo, en parlant aujourd'hui du Nigeria, ce n'est pas une nouvelle. C'est-à-dire que j'ai rencontré un spécialiste également de cette question-là au sein du service de la police et qui disait qu'en réalité, ce qu'on appelle au Cameroun comment ils s'appellent encore? Les scammers, qu'ils n'ont pas le niveau. C'est des bébés dans cette... D'abord, au Nigeria, on les appelle les Yahoo Boys. Donc, ils sont professionnels à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. C'est incroyable, c'est-à-dire, on dirait que c'est une carrière. Donc, ils sont formés, ils font leur travail. C'est pas, je veux dire, bon, c'est aussi les conséquences de la pauvreté, parce que la pauvreté, comment le Nigeria est quand même la première puissance économique de l'Afrique, et ça depuis des années, quand même. Le Nigeria, c'est pas n'importe quel pays. Est-ce que vous savez que le produit intérieur brut par habitant du Cameroun est supérieur à celui du Nigeria? Comme pour vous dire que les chiffres sont les chiffres, maintenant il y a la réalité sur le terrain. C'est vrai, c'est la première puissance économique, mais on est quand même à une population qui dépasse les 200 millions d'habitants. Comment est-ce que les 200 millions d'habitants, cet argent comment est-ce que cet argent donc est réparti entre ces 200 millions de personnes? Je suis sûre et certaine que c'est de manière très inégale. Et donc quand il y a des inégalités comme ça, bon, les plus riches seront toujours plus riches, les plus pauvres s'enfoncent davantage. Et quand on est très pauvre, on va toujours chercher des voies et moyens dans ce que Vicenzo appelle souvent sur ce plateau-là des bouillardis. Alors, on va dire aussi que la pauvreté est présente dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que si on va présenter aujourd'hui la Chine, on va présenter les États-Unis, on va présenter le Nigeria, ça reste une puissance économique importante sur le continent. Mais c'est bien. Mais maintenant, êtes-vous réellement convaincu qu'on pourra, Vicenzo, mettre la main sur c'est pas impossible. C'est Brad Pitt du Nigeria. C'est bien possible. Vous savez, les moyens technologiques et de renseignement sont très avancés avec notre 21e siècle. Donc moi, je pense qu'on peut mettre la main sur lui. Ce d'autant plus qu'il a utilisé les moyens que tout le monde utilise. Donc il y a une traçabilité qui peut être effectuée. On peut là évoquer aussi la force même du média qui a rendu public cette affaire
Et Anne, certes, qui a été victime de quelques moqueries de la part de ses compatriotes, mais là, il peut avoir une solution si les enquêtes sont menées jusqu'au bout et peut-être pouvoir rentrer en possession de son argent. Au moins une partie. Hein, même et si surtout qu'elle en tire les leçons. Ah. Et que d'autres femmes également, pas seulement elle. Voilà, merci. Alors, on va parler de ce bisou qui crée une tension en pleine soirée de mariage. Oui. C'est le bisou sur la bouche ou encore des bisous... Comme vous pouvez voir la vidéo actuellement, on a ce couple qui est en pleine soirée de mariage et je me dis derrière, ce sont les témoins. Il y a donc la dame qui fait un bisou de félicitations au marié, chose que... La concernée n'a pas accepté. Pourtant, le mari, elle a fait le bisou ici, elle a fait le bisou ailleurs. Pourquoi la mariée, elle se fâche? Voilà un peu. Est-ce que vous pensez... Moi, je regarde cette vidéo. Il y a quelques... Janvier, maintiens-nous la vidéo. Moi, je regarde cette vidéo et quand je regarde, j'ai l'impression que le marié... Non, il faut faire tourner la vidéo. Oui. Le marié, en fait... non. La petite, là, c'est sa petite. Voilà. Et que le mec, là, c'est son pote. Et son maître est juste le Tinda. Le bisou. Ah, il a le Tinda. Moi, j'ai l'impression que c'est le Tinda. Moi, j'ai l'impression que c'est le Tinda. Voilà. Le gars s'est marié, il a dit qu'il est monogame, mais en réalité, il vit une vie. Non, et le pire, de c'est polygame. qu'il ne se cache pas. C'est incroyable. Il a invité sa petite à sa soirée de mariage. Mais elle est insolente alors. Elle est insolente. Oui. Et le mari lui-même, aucune considération. Regarde comment il arrête même. Et là, vraiment, c'est... Non, je dis quand moi je regarde cette vidéo, son ami là n'est que le rigmeur, comme on disait à l'époque, c'est le rigmeur. Mais le vrai proprio. Alors elle est venue féliciter son show, par exemple, bébé tu t'es marié, mais je suis toujours là. Et là, pour la mariée, elle a carrément refusé le second. Laurel Mendo, vous pouvez jouer ce rôle parce que le rôle de la... c'est quoi la tisa? La femme, l'autre femme. Oui, moi j'aime pas cette affaire de tisa là. Il faut respecter les femmes. Non. Vous pouvez jouer ce rôle? Mais c'est quoi ces questions? C'est une question. Si vous êtes à la place de la femme qui se marie, vous faites quoi? C'est un manque. Mais vous faites un bisou également à votre marié pour dire que vous êtes propriétaire de votre marié. Non, attends. Pour manifester comme la mariée. J'aime pas qu'on considère les humains. Peut-être je vais pas forcément manifester, mais il y aura un retour à gérer. Parce qu'elle a aussi une mauvaise attitude. C'est quand même son mari. Nous sommes quand même le jour de son mariage et là c'est un manque de respect criard. Je veux dire, si je ne sais pas, ils auraient pu aller se féliciter, c'est pas au couloir aux toilettes quelque part, mais là, devant toute l'assistance, en présence de la mariée, ça veut dire que l'autre femme, entre guillemets, elle a aucun respect pour l'épouse. Oui. L'époux lui-même, il a aucun respect pour sa femme, parce que même si vous avez une maîtresse et que vous vous mariez, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous devez inviter votre maîtresse à votre mariage. Non seulement elle est invitée à votre mariage, mais vous lui permettez d'être placée à côté de vous. Comme ça ne suffit pas, elle fait un bisou. Un bisou tard. Non, mais c'est que cette mariée, si elle était étonnée, ça allait en sucette. Ça allait en Attends, vous allez vous-même créer le désordre dans votre soirée de mariage. Parce que, mais non, puisque le marié voulait le show. S'il vous plaît, restons lucides. Le jour de ton mariage, tu es l'auteur du désordre parce que ton mari a fait venir. L'auteur du désordre parce que s'il voulait l'ordre dans son mariage, il n'avait pas fait venir cette fille. Ou alors si elle était parce que tu veux venir parce que ton mari fait venir sa petite. Mais ce n'est que sa petite. Tu es sa femme. Non, mais attendez, quand vous voulez vivre la vie de bordel entre guillemets, excusez l'expression, restez célibataire. Personne ne vous empêche d'être tout ce que vous voulez, mais restez célibataire. Maintenant, lorsque vous prenez sur vous de vous marier et que vous voulez même avoir des maîtresses parce que l'infidélité est dans la nature humaine, ayez du respect pour votre conjoint le jour de votre mariage. Non, vous savez que Vicence n'aime pas trop parler d'affaires de mariage, non? Vicence n'est pas trop fan. Vicence dit que le mari n'est pas une fin en soi, donc il n'est pas trop fan. Vous êtes censé être à l'honneur, c'est vous faites venir votre maître. Ça veut dire que dans ce point, cette femme va souffrir. Elle va souffrir comment? Peut-être aussi qu'elle connaît à son chef bandit, ça dit qu'elle sait que son mec. Ça veut dire que son mec est un homme à femme. Si elle reste tranquille et qu'elle ne fait rien, ça veut dire qu'elle me met à son chaud dehors. Oui. Elle doit bagarrer. Elle doit pas peut-être bagarrer en public. Mais s'il n'y a aucun retour, il n'y a aucune conséquence, ça veut dire qu'elle s'en fout. Parce qu'elle gère ses dossiers de que bon, on est là peut-être c'est un mariage de convenance ou un mariage d'apparence. Non, mais non, c'est un mariage d'amour. Quel amour? On n'a qu'à voir les couleurs. On n'a qu'à voir les couleurs. Moi, il y avait quelle couleur d'amour? Mais il y a du blanc, j'ai vu du blanc, j'ai vu du bordeaux, du rouge. Ce sont des couleurs qui témoignent les affaires d'amour. Dans tous les cas, en regardant cette vidéo, on est convaincu. Moi, par exemple, ça peut tourner encore. Moi, je suis convaincu en regardant cette vidéo
que ce mec, en fait, la petite là, c'est sa bonne petite. Maintenant, il devait épouser l'autre parce qu'ils sont ensemble depuis des années. Ah bon? Et etc. C'est une reconnaissance alors qu'il a fait. Madame, il faut créer des équilibres dans la vie. Ah bon? D'accord? La vie est faite des équilibres. Donc, il faut créer des équilibres. Il y a la femme, il y a. Et d'ailleurs, c'est libre pour un homme, c'est autorisé. Un homme est libre d'avoir 3, 4, 5 femmes. C'est permis au Cameroun. Hein. Quand vous êtes marié sous régime monogamie, non, vous n'êtes mais pas arrêtez. libre. Quand vous êtes marié sous régime monogamie, vous n'êtes pas libre d'avoir 3, 4 femmes. Oui, vous n'êtes pas libre. Mais vous n'êtes pas libre. Et là, on ne sait pas sous quel régime ils sont mariés. Vous êtes libre quand vous avez signé un acte polygamie. Là, vous pouvez épouser 100 femmes, si ça vous arrange. Mais à partir du moment où c'est un acte monogamie, vous n'êtes pas libre. Donc, vous ne pouvez pas, pouvez pas présumer que le monsieur est libre. On ne sait pas sous quel régime ils sont mariés. Non, admettons même que ce soit dans ce régime-là que vous défendez, mais que je défends. Qu'est-ce qui empêche? C'est moi qui l'ai introduit dans la législation camerounaise. Qu'est-ce qui empêche? Non, je pense qu'on interdit à un homme d'avoir plusieurs femmes. La loi s'il a les moyens. S'il est monogame, la loi ne lui interdit. Vous ne pouvez pas dire rien ne lui interdit. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Parlons d'autre chose maintenant. Alors, on va retourner, on va aller aux États-Unis parler de cet acteur Black. Cet acteur également, je ne sais pas si vous l'avez connu, peut-être Vincenzo. Vincenzo, on était très jeunes à l'époque et on regardait la CRTV et on regardait une publicité d'une marque de boisson qui s'appelle Coca-Cola. Et c'était ce monsieur qui avait réalisé cette pub-là dans un bus. Vous étiez très jeune à l'époque, vous ne regardiez pas encore la télé. Ça vous dit quelque chose, une marque Coca-Cola? Il rentrait dans le bus avec des écouteurs aux oreilles, il allait s'asseoir et il ouvrait son coca et ça blasait tout le monde qui regardait cette pub-là. À l'époque, vous n'aviez pas la télé à l'époque alors? Non, c'était chose des enfants. Comment ça? Ouais, sérieux. Allez-y, Marie-Noël. Il s'agit donc de Gibson, comme vous l'avez vu à l'image. Vous vous souvenez de la fille de Gibson que son ex lui avait enlevée. On l'avait accusée de torture, de violence sur cet enfant. Et son ex avait donc forcé cet acteur à payer une pension alimentaire, une grosse somme. La fille a donc 18 ans maintenant. Et elle a choisi son père. Et elle a fait clairement savoir à sa maman qu'elle ne voudrait plus vivre avec elle, qu'elle préfère vivre avec son père. Et qu'elle n'accepte pas tout ce que ce monsieur a pu lui dire. Donc la maman a voulu monter l'enfant contre son père. La maman a voulu monter ou bien la maman a monté? Parce qu'il faudrait savoir qu'aujourd'hui... Oui, la maman, oui, parce que elle a exigé une pension alimentaire. Alors, exiger une pension alimentaire, c'est... Non, mais... Bon, elle a exigé, mais l'enfant a décidé maintenant de revenir avec son père parce qu'elle n'accepte pas tout ce que la maman a dit. C'est-à-dire que ton père est méchant, oui, voilà, ton père est un voyou. Abandonné. Non, mais aujourd'hui aussi... Non, mais l'histoire, au départ, ils sont partis au tribunal pour la garde et... C'est normal, quand vous divorcez, que vous allez, il y a forcément le problème de garde d'enfants qui se pose. Maintenant, les législateurs nous ont dit le père c'est le chef de famille, donc il doit payer une pension alimentaire pour son enfant. Un père qui paye la pension alimentaire pour son enfant, ouais, la manipulation. Bon, mais la fille dit que la maman a essayé de la retourner contre son père. Oui. Et maintenant, elle a décidé de se rapprocher de celui-ci. Elle ne veut plus rien entendre. C'est magnifique. Même si on dira que ce n'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, parce que même ici au Cameroun, plusieurs familles sont aujourd'hui divisées. Les parents ne parlent pas avec des enfants, parce que soit le père monte les enfants contre la mère, ou la mère monte les enfants contre le père, en oubliant ces beaux moments où on se témoignait beaucoup d'amour, où on se faisait les promesses que seule la mort va nous séparer, mais dès qu'il y a un petit billet de banque de plus, ça nous sépare. Et le mari devient le plus méchant. Ton père est un bandit. Ton père, il a d'autres enfants. Ton père, il t'aime pas. Ton père t'a abandonné. Et ton père t'a abandonné. D'abord, il a refusé cette grossesse. Je me suis battu seul. Elle fabrique une histoire. Et l'enfant, parfois, grandit avec cette histoire. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai échangé avec la responsable de la délégation du ministère de la Formation de la Femme et de la Famille qui parlait de cette situation. Elle dit, quand on croise aujourd'hui des jeunes filles, c'est le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. C'est difficile de rencontrer une jeune fille qui a l'âge de Lorraine, de Marie-Reine ou encore de Marie-Noël qui dit, c'est mon mari, c'est mon chéri, c'est toujours le père de mon enfant. Mais c'est le père. C'est terminé, etc. Tous les gens qui se marient tous les samedis, là, sont les extraterrestres. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux dans tous les cas.
Le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. C'est que le père est parti, non? Est-ce qu'elle a décidé de rester seule? C'est le père qui a décidé. Ok, merci donc à Marie-Noël Onana. On accueille Marie-Reine. Derrière Marie-Noël se cache Marie-Reine. Marie-Reine des apôtres. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Marie-Reine des apôtres? Bien sûr. C'est comme ça qu'on m'appelle tout le temps. Marie-Reine des apôtres. Oui. Ouais, vous allez aller... La basilique Marie-Reine des apôtres de Mvoli. Ah, d'accord, ça c'est bien. Vous êtes chrétienne, vous? Oui. Vous priez combien de fois par jour? 3 fois. 3 fois? Oui. Quelle heure? Le matin. Le matin, ce n'est pas 1 heure, hein? Vous n'avez pas 1 heure pour ici? 5h30. 5h30. Le matin. Vous invoquez les esprits? Non. Comment ça? Non. Mais c'est ça la prière? Non, c'est pas pour invoquer les esprits. Vous avez peur des esprits? Pour confier ma journée au Seigneur. Ouais. Et le Seigneur vous répond? Il répond. Comment il va, le Seigneur? Vous avez des nouvelles du Seigneur? Je pense qu'il va bien. Mais vous avez parlé au Seigneur ce matin? Dites-nous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que ma journée sera gracieuse. Ah, il utilisait quelle langue? Oh, on parle du Seigneur là? Oui. Il vous a parlé en quelle langue? Non, les faits et gestes, c'est que le Seigneur... Il fait des gestes? Le Seigneur vit dans l'espace. Ah, incroyable. Le Seigneur vit pas au ciel? Non, dans l'espace. Il est avec nous chaque jour. Ah oui, il est partout. Il est partout. Avec vous, on évoque l'actu culture de ce matin et on parle d'un artiste que j'affectionne particulièrement et je pense qu'il sera bientôt notre invité. Il s'appelle Saïsoul. Oui, en effet, Saïsoul a signé avec Warner Music Group. Warner. De France. Oui. Et Warner Music est une filiale de Warner Group qui a été créée en 1971. Ouais. Et donc, la mission est la découverte d'artistes, la production, la promotion, l'exploitation et la distribution physique et digitale d'enregistrements musicaux. Et le 14 janvier dernier, l'artiste a donc annoncé sur ses pages la signature du contrat avec le groupe en disant que l'aventure commence. Nouvelle signature chez Warner Music France. Donc, avec le concours de la régie, bien vouloir passer la vidéo. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Il y a le son? Voilà donc Saïsoul qui signe, c'est Warner Music France. C'est un contrat de distribution, d'édition ou de production. Oui. Vous avez répondu à la question? Non, j'ai pas répondu à la question. La polémique sur ce contrat, on se demande donc si c'est un contrat de distribution, d'édition, de production, vu qu'il n'a pas précisé dans ses posts sur ses pages. Il n'a pas précisé. On se pose la question de quel contrat est-ce qu'il s'agit. De quel contrat, de qui il s'agit? On va d'ailleurs profiter de la circonstance pour dire qu'il n'est pas le premier Camerounais à signer. Oui, parce que Loco l'a fait également il y a quelques temps. Et Saïsoul, il a le talent pour, il a la vibe, il a le style, il a tout pour réussir. La seconde actualité posée par Marie-Reine des apôtres, c'est 1 million Revolution. Ouais. Vous allez nous distribuer un peu d'argent ce matin? Non. 1 Million Revolution, c'est un mouvement lancé il y a de cela 3 ans. Vous avez changé la façon de porter vos lunettes, hein, j'avais pas remarqué, parce que la dernière fois c'était ici. Hein, Marie, vous avez remarqué ça aussi? Ok, allez-y dans tous les cas. 1 Million Revolution, c'est un mouvement lancé par l'artiste Kossi Lasser, pratiquement 3 ans, et qui a pour objectif de révolutionner l'industrie musicale camerounaise. Et donc, il s'agit pour chaque artiste de vendre 1 million d'exemplaires de son album. Et cet argent va contribuer pour ces actions suivantes: l'organisation de 10 grands concerts de 10 artistes tête d'affiche dans les 10 régions du Cameroun, l'enregistrement d'un album collectif de 10 titres, subvention des médias spécialisés dans la promotion de la musique, soutien des organisations interprofessionnelles du secteur musical et des associations des DJ, construction de 10 forages, une production de 10 artistes non-name, soutien du travail réalisateur de clips vidéo, mise sur pied de 3 studios professionnels pour la production du son,
subvention de 10 orphelinats, réalisation du biopic sur Kotobas. Et nous avons déjà plusieurs artistes qui ont rejoint le mouvement, à l'instar de Loco, Mr. Léo, Kameni, Renew, Salatiel et bien d'autres. Il y a même pas Zoazoa. Alors, c'est artistes. Oui, je vois que c'est un blogueur. Oui. C'est une belle actualité, mais il y a quelques années encore, on faisait beaucoup de débats sur le droit d'auteur. Et moi, je disais, quand je participais à ces débats, que si un chanteur camerounais réussissait le pari de vendre 1 million d'albums à 1000 francs, ça fait combien, Marie-Noël? On en a 1 million d'albums à 1000 francs. Lorraine Mendo, calcul rapide. Ça fait... Non, vraiment de Dieu. Calcul rapide. Vous avez 3 secondes. Top, c'est parti. Non. On va repartir à zéro pour comprendre. 1 million d'albums vendus à 1000 francs. Ça fait combien? Ça fait 1 milliard. Ça fait 1 milliard de francs CFA. Et on s'était rendu compte que même l'artiste le plus populaire du Cameroun, vous le connaissez quand même, le plus populaire, le plus célèbre? Non. Vicenzo, le plus célèbre? Ah, c'est Petit Pays, le plus célèbre. Il n'a pas encore vendu 1 million d'albums à 1000 francs parce qu'il y a la piraterie, etc. Et il faudrait dire qu'avant le lancement même de ce projet, lui, il avait sorti son album Genesis et qu'il vendait à 5000 francs l'album. Donc, est-ce qu'il a même pu lui-même vendre ces 1 million d'albums à 5000 francs? On se questionne. Mais nous, on a réussi en Paris il y a quelques temps avec le Cameroun d'abord 2 de Hexafran. On avait lancé l'opération 1000 francs l'album. C'était en 2024. Et il a vendu pratiquement 5000 exemplaires. La 5e édition du festival Femmes Leaders, c'est le 1er février prochain, la semaine, le mois de la jeunesse et le mois de l'amour. Oui, le mois de la jeunesse et le mois de l'amour et également le mois de l'entrepreneuriat, du leadership féminin. Parce que c'est un festival de femmes leaders qui est dédié au leadership féminin. C'est également une occasion pour chaque femme voulant ouvrir une entreprise et de développer ses compétences professionnelles à travers des conférences, des ateliers pratiques, le réseautage et les rencontres B2B. Donc, si vous êtes des femmes entreprenantes désirant accéder au milieu professionnel et d'un leadership, je vous convie à aller du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé le 1er février prochain. Vous êtes des femmes leaders, vous, Marie-Noël? J'imagine que Lorraine, oui. Lorraine, femme, non, Lorraine, c'est une féministe. Mais non, là, on parle de l'entrepreneuriat. Oui. Ce n'est pas simplement dire que non, les femmes. Oui, féministe n'est pas une insulte. Hein. Non, c'est pas une insulte. Quand vous dites non, c'est pas une femme leader, c'est une féministe, genre c'est péjoratif ou bien féministe n'est pas une insulte. Péjoratif. Ce n'est ni une insulte, ce n'est ni péjoratif, ce n'est ni dégradant. Mais là, on cherche les femmes leaders en entrepreneuriat. Pas juste les femmes qui se battent pour des causes. Oui, nous sommes des femmes leaders. Leader dans le leadership? Oui. Et vous n'acceptez pas que l'homme soit chef de famille? Qui a refusé que l'homme soit chef de famille? Et les chefs de famille? On n'a jamais refusé. Il ne faut pas être dépendante de lui complètement à 100%. Comment ça? Oui, il ne faut pas être dépendante de l'homme. C'est pour ça qu'il n'est pas chef de famille. Il est chef de famille, mais faut pas. Il est ton patron, ton chef. Il est ton Dieu sur terre. Oui, mais je ne vais pas dépendre totalement de lui. Et il doit tout payer. Là, il est chef de famille. Il est chef de famille, il doit tout payer. Vous ne pouvez pas vous être chef à moi. Vous êtes chef à temps plein. Quand on est chef là, c'est à temps plein, vraiment. On va dire merci aux filles Marie-Reine, Marie-Noël et Laure Mendo, alors qu'on va dire un mot sur cette dette qui tourne autour de 5 milliards. Dans le but d'atteindre un cadrage macroéconomique et budgétaire global de 21,552 milliards de francs CFA, le Cameroun envisage s'endetter à plus de 5 000 milliards de francs CFA sur la période triennale de 2024 à 2026. Une dette qui vient s'ajouter à celle extérieure de 8,114 milliards de francs CFA et celle extérieure hors reste à payer de 3,101 milliards de francs CFA contractés en 2024. Pour donc investir, il faut soit au préalable avoir épargné, soit alors recourir à l'emprunt. Et c'est cette deuxième option que choisit le Cameroun et tous les autres pays engagés dans cette dynamique de développement. Même si de nombreux experts pensent que le rythme d'endettement du Cameroun est inquiétant, sa dette qui représente actuellement environ 44% du PIB n'a pas encore atteint le seuil critique. Le problème que l'on devrait poser ici est celui de l'utilisation de ces emprunts, la qualité des dépenses et le résultat sur l'amélioration des conditions de vie des populations.
Cette dette qui sera répartie sur plusieurs projets intervient dans une conjoncture marquée par des réalisations qui nécessitent une attention particulière. Les ressources empruntées par le Cameroun, de notre point de vue, devraient être orientées prioritairement vers le renforcement des infrastructures porteuses de développement, à l'instar des routes, des hôpitaux, des écoles, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Il faudrait impérativement aussi investir dans la mise en place d'un système productif national compétitif et viable. Selon les données rendues publiques le 19 juillet 2024 par la Caisse autonome d'amortissement, contenu dans sa note de conjoncture mensuelle, la dette publique du Cameroun avait déjà augmenté de 13 070 milliards de francs CFA en fin juin 2024. Des chiffres qui révèlent ainsi l'urgence d'explorer d'autres sources de financement. À la vérité, seule une économie forte, productive, compétitive et à forte valeur ajoutée peut permettre à l'État d'avoir suffisamment de ressources pour son développement. Pour ce qui est de la dette extérieure, elle est représentée par 3 700 milliards de francs CFA au niveau multilatéral et 3 400 milliards au niveau bilatéral, 978 milliards de francs CFA au niveau commercial, alors que la dette intérieure auprès des titres publics représente 1,600 milliards de francs CFA. Et il s'appelle donc Staël Akono qui est auteur de ce reportage. On a écouté l'économiste également. On parle de cet investissement, Vicenzo Guidjol, pour 2025. Le Cameroun reste et demeure un pays en chantier. On a besoin des routes, on a besoin d'énergie électrique, on a besoin même d'avoir accès aux soins de santé. On a besoin d'investir dans le secteur de l'éducation. Et 5 000 milliards, c'est en fait de la dette qui pourra permettre au Cameroun de faire de grandes réalisations durant cette année? Oui, c'est pas la dette, mais c'est un emprunt. Ah, ok. Oui, c'est un emprunt qui va s'échelonner sur, je crois, une période de 3 ans. Ouais. Ce qu'il faut faire comprendre aux téléspectateurs ici, c'est que la dette n'est pas mauvaise en elle-même. Ouais. Je vais dire un emprunt. Je vais même dire davantage, s'endetter n'est pas mauvais. Ce qui peut être mauvais et préjudiciable ici, c'est ce qu'on en fait. Parce que s'il faut aller s'endetter pour transformer la dette après en une dette administrative, c'est-à-dire une dette qu'on va consommer au premier degré, c'est un véritable problème. Mais lorsque la dette est vertueuse, c'est-à-dire elle est consacrée à l'investissement, et puisque l'investissement, c'est une opération qui consiste à accroître une capacité de production, vous avez suivi tout à l'heure dans le reportage, on a parlé d'investissement, la construction des routes, des barrages, et ainsi de suite. Lorsque vous vous endettez pour construire des facteurs de développement, la dette est vertueuse, puisqu'il y aura retour à l'investissement. Et davantage, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la signature du Cameroun auprès des marchés financiers reste crédible. Voilà pourquoi le Cameroun peut encore s'endetter. Et il faudrait aussi comprendre que le Cameroun n'est pas encore surendetté comme le pense et le dit une certaine opinion. La dette du Cameroun, je vais dire le pourcentage, la dette du Cameroun tourne autour de 40-41%. Donc, le Cameroun est endetté en deçà même du seuil fixé en zone CEMAC qui se trouve autour de 70%. Résultat des courses, la dette du Cameroun est encore soutenable. Seulement, on souhaiterait que cette dette soit orientée vers l'investissement et non la consommation au premier degré, comme c'est le cas très souvent. Merci à Vicenzo Guidjol qui nous a apporté le petit plus après avoir regardé et écouté Staël Akono qui nous parlait de ce reportage. Voici Bignou Sport Express. Yannick Efa, bonjour. Oui, bonjour à Vicenzo. Bonjour également.
Voilà, bonjour Vincenzo, bonjour à Visleoyer ainsi qu'aux nombreux et millions de téléspectateurs qui nous regardent encore une fois de plus ce matin. Alors, puisqu'on parle de sport, on va faire un tour rapide au sein de la Fédération camerounaise de basket qui lance sa saison ce week-end. Ça sera à travers le premier regroupement, effectivement, qui aura lieu du côté de Nkansamba, au lycée de Manungumba. Il se trouve donc un complexe de ce côté, une grande première pour la Fédération camerounaise de basket. Et bien sûr que la question qui a été posée au secrétaire général Njoy Kiti, il a estimé que puisque Nkansamba vient de bénéficier d'un club qui va désormais évoluer au championnat d'élite, qui est le championnat de première division, ils ont donc estimé au niveau du comité directeur de l'organisation de ce championnat de se retrouver là-bas pour le tout premier regroupement. Il y aura donc cette première journée, je pense qu'en image, on peut observer les premières rencontres qui vont se disputer ce samedi. On note surtout que l'équipe de FAB, d'ailleurs, qui domine un peu les débats depuis la saison dernière, va donc, n'est-ce pas, affronter l'adversité justement de cette jeune équipe Mungo Zone qui vient d'accéder en élite, en championnat d'élite. Ça sera en 4e rencontre à 14h là-bas au lycée de Manungumba à Nkansamba pour être tout à fait précis. Et le lendemain, on tourne la page pour la 2e journée. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, le championnat d'élite senior. Messieurs, les dames devront donc suivre une semaine plus tard. Est-ce qu'il y a des catégories inférieures Oui, au basket, il faut le dire. Au basket, au Cameroun? Au basket, oui. Il y a les catégories inférieures. Parce que j'ai suivi une belle inférieures. actualité du côté de la Côte d'Ivoire qui lance aussi des compétitions des enfants qui ont 12 ans, 17 ans. Je rappelle d'ailleurs pour ce qui est des catégories inférieures que le Cameroun a terminé sur le podium championnat des U18 dames en Afrique du Sud. C'était l'année dernière. Okay. Donc effectivement, il y a des catégories inférieures, notamment les U18, dont le championnat se déroule normalement. Ça, c'est à féliciter. On va parler du judo et c'est le président de la Fédération camerounaise de judo qui a donc été réélu. Ce n'est pas une nouvelle parce que décidément, finalement, quand on est président, on a toutes les chances de son côté pour être réélu. Hein. Réélu, peut-être que Visley n'est pas allé au bout du poste, bien sûr. Il n'a pas été réélu président de la Fédération camerounaise de judo, mais directeur c'est sur le continent, voilà. Mais directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Voilà, justement. Le voilà donc en image, maître Alain Christian King, effectivement, puisqu'il s'agit de lui, c'était mardi dernier, avant-hier, du côté de Casablanca où c'était né, l'Assemblée générale de l'institution, l'Union sportive africaine de judo. Il faut dire qu'il sera encore à ce poste le temps, n'est-ce pas, d'une Olympiade 2025-2028. Il nous a d'ailleurs accordé une réaction que je propose ensemble qu'on puisse prendre ce matin. Il revient notamment sur les missions et surtout les défis qu'il aura à relever au niveau, n'est-ce pas, de ce poste de directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Je suis Alain Christian Kinyedian, président de la Fédération camerounaise de judo. Nous sommes à Casablanca et nous avons assisté au congrès de l'Union africaine de judo où il y a eu les élections par ricochet pour le renouvellement du bureau. Et à ce congrès, j'ai été élu directeur sportif en chef en charge du développement, de la programmation, du suivi et de la coordination du judo sur le continent africain. Et je suis également le responsable en charge du relais avec la Fédération internationale du judo, d'autant plus que je suis membre de la commission sportive de la Fédération internationale du judo. Donc, dans mon job description, j'aurai pour mission principale de veiller au bon déroulement des compétitions, la mise en place des calendriers d'activités et leur suivi, le suivi des compétitions, ainsi que être délégué technique à toutes les compétitions de souveraineté, notamment les Jeux africains, les Jeux de la francophonie, les Jeux du Commonwealth. Et puis, nous avons un travail de longue haleine à faire sur le développement du judo, en mettant des stages pratiques, en mettant des séminaires de renforcement de capacité et en travaillant avec la coopération pour que le niveau africain monte. Vous savez, nous sortons des Jeux Olympiques de Paris où il y avait une trentaine d'Africains. C'était pas très bien pour l'Afrique en termes de médailles, mais à la participation aussi. Donc, nous allons travailler pour qu'en 2028 à Los Angeles, nous ayons plus d'athlètes et des médailles pour le continent africain. Donc, je suis au service de l'Afrique, au service... Voilà, merci donc à Maître Kingé, qui est par ailleurs le président de la Fédération camerounaise de judo, qui a donc été réélu directeur sportif de l'Union africaine de judo. Il fallait apporter cette précision. On va parler de football cette fois-ci et le tournoi Interligue et notamment la 3e journée. 3e et dernière journée phase de poule qui va donc, n'est-ce pas, se disputer aujourd'hui. Ça sera toujours sur les installations du centre technique
technique de la FECAFOOT à Oja, ici même à Oja. 3 rencontres sont donc au programme à partir de 11h. Dream Sport, c'est l'équipe, n'est-ce pas, du département d'Union Esso qui va affronter Social FC, le représentant du département du BAM et Noubou. À 13h, Vision de Foot croise le fer avec Tiger Sport Academy, alors qu'à 15h, Olivier Marseille sera opposé à Booms FC. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau, n'est-ce pas, du classement, avec Olivier Marseille qui affronte donc Booms FC, une de ces formations devra batailler dur pour décrocher une des places qualificatives pour les demi-finales. Quant à l'autre équipe qui est deuxième, Vision Foot, qui croise Tiger Sport avec 0 points. Vision est quand même sûre, avec un petit match nul, n'est-ce pas, d'être qualifié également pour les demi-finales. Dans la poule B, la seule rencontre forcément donc qui attire, c'est le face-à-face entre Dunsport d'Mbalmayo et Social FC d'Umbam. Il faudra à tout prix un vainqueur dans cette rencontre pour valider son ticket en demi-finale, puisque Fondation Mintak, qui est au repos aujourd'hui, a déjà 6 points et donc qualifié. C'est la première équipe à être qualifiée pour ces demi-finales de ce tournoi Interligue pour la saison 2024. Je rappelle que c'est bien sûr pour la saison 2024, puisque les 3 équipes qui vont donc terminer premier, deuxième et troisième vont directement valider leur ticket d'accession en deuxième division régionale pour le compte du centre année sportive 2025. Ça veut dire qu'ils auront joué, ils auront gagné, ils attendront que le championnat puisse s'achever. Visiblement. Ils vont passer plusieurs mois sans jouer. Alors on va parler d'Elite One et 2 matchs avancés de la 8e journée. Qui se sont disputés hier, notamment à Douala et du côté, n'est-ce pas, de Melong. D'abord, du côté de Melong, on avait l'affiche entre Stade Renard qui recevait donc Gazelle, le Football Academy de Garoua. Visly, ce qu'on doit retenir ici, c'est que Gazelle, visiblement, est la meilleure équipe depuis le début de cet exercice. Gazelle, c'est 0 victoire en déplacement, donc c'est l'équipe qui voyage le mieux depuis le début de cette saison. La preuve encore, parfaite illustration encore avec cette victoire à l'extérieur sur le terrain de Stade Renard à Melon hier, 2-0. C'était, n'est-ce pas, le score que Gazelle est allé infliger à Stade Renard. On tourne pour aller du côté de Douala. Il faut dire que là-bas, Union Sportive de Douala recevait l'équipe de Coton Sport de Garoua. Coton Sport également, dont les résultats sont mi-figue, mi-raisin. Et il fallait bien sûr pour les cotonculteurs de rectifier un tout petit peu le tir, ce qui a été fait grâce à un certain John Bosco Nshindo. Il est auteur, plutôt revenir avec l'image de la vidéo, n'est-ce pas, pour qu'on puisse voir le deuxième but inscrit par l'avant-centre de Coton Sport de Garoua sur une chevauchée magistrale. Et puis cette passe décisive, c'est donc, n'est-ce pas, John Shido Bosco qui a inscrit là. C'était son deuxième but, puisque c'est lui qui a été auteur de 2 buts de Coton Sport hier lors de cette confrontation face à Union. Attention pour ce qui est du coach de Union de Douala, Anissé Mbargafoué, puisqu'il s'agit de lui effectivement là en geste, qui est plus que jamais en danger. Il faudra regarder ce que cela va donner dès la 9e journée. En cas de défaite, il sera difficile de retrouver Anissé Mbargafoué sur le banc de touche de Coton Sport de Garoua. Et pour être tout à fait complet avec... Union de Douala. De Union Sportive de Douala, ouais. Voilà, justement pour rectifier. Alors, allons-y voir cette image. C'est l'image de Félix Oukine, c'est le capitaine de Coton Sport de Garoua, qui, avec le capitaine de Coton Sport de Garoua, donc joueur de champ, mais vous le voyez là, avec, n'est-ce pas, des gants, il était obligé de prendre le poste de gardien de but. Le coach avait déjà effectué les 5 remplacements lorsque le gardien de Coton Sport, Mbaibi, a donc eu, n'est-ce pas, un choc. Il a d'ailleurs été évacué directement dans un hôpital de la place, là-bas du côté de Douala. Et du coup, monsieur le capitaine, oui, prenez les gants et assuré, il n'a pas encaissé, hein, puisque Coton Sport s'est imposé sur le score de 2-0. On va dire que Coton Sport qui commence à renouer avec la victoire, parce que pendant longtemps, Coton Sport ne gagnait pas de match. Oui, c'est pour ça que je parlais des résultats mi-figue, mi-raisin de Coton. L'entraîneur avait été remplacé. On va quitter le Cameroun pour prendre la direction de la République centrafricaine, avec des nouvelles qui tournent autour de Rigobert Sombana, qui a paraphrasé son contrat. Déjà, il a 50 millions, c'est 100 millions, 200... Le chiffre n'est pas encore sorti, mais ce qu'on sait, au moins, c'est qu'il a été présenté à la presse hier,
Regardez juste, n'est-ce pas, à sa gauche, qui est là, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est lui qui continue à diriger les opérations depuis effectivement que Rigobert Song est arrivé du côté de la Centrafrique. Je pense désormais qu'on est au fixé tout au moins sur l'une des missions de Magnang, là-bas sur le banc de touche des Fauves de la RCA. Rigobert Song devra, n'est-ce pas, qualifier la RCA pour le prochain mondial qui aura lieu du côté de l'Amérique, on va le dire ainsi, puisque Canada, États-Unis et puis Mexique, les 3 pays qui vont co-organiser l'édition 2026 de la Coupe du Monde. Donc c'est une très très lourde mission. Une gageure, hein? Oui, très très lourde mission pour une équipe qui pour le moment a 4 défaites. Après les 5 premières journées de disputées de ces éliminatoires. Magnang, c'est l'homme de la situation. Tenez-vous tranquille. Magnang, c'est l'homme de la situation et il trouvera le juste équilibre pour permettre à cette équipe d'avoir une place honorable. Parfois, le Hemley ne suffit pas. Non, le Hemley est déjà une bonne source de motivation. Le Hemley, c'est un esprit. Mais après, il faut implémenter ça sur le terrain. On espère que, justement, Magnang aura des joueurs pour cette mission. Toujours est-il qu'il faut dire qu'il aura des circonstances atténuantes, parce que vous ne pouvez pas prendre une équipe qui a déjà atteint un certain niveau et penser que le miracle sera opéré là. Donc, il y aura des arriver. Je suis d'accord. Si on met des moyens, si on a des joueurs compétents, on peut réussir à remporter les matchs. On va s'arrêter là en ce qui concerne le sport. Pour vous présenter cette image est la dernière image de notre production de ce matin. C'est une publication de la chaîne de radio Njambo FM qui émet du côté de Douala, la radio de Chop Chop. Alors, qui annonce professeur Jean Baïbek, candidat de l'UEPSA présidentielle il peut être un bon candidat, un bon président. Déjà, ça ressemble à du buzz. Ça ressemble à du buzz parce que vous n'y croyez pas beaucoup. Le prof est d'abord friand de buzz. Et puis l'UPC. L'UPC, c'est combien de tendances? Il est président de quelle tendance? Est-ce que l'UPC s'est unifié? L'UPC s'est déjà unifié. C'est déjà ça le problème. Parce que moi, je me souviens, j'ai écouté le professeur Gabriel Mbok qui parlait de l'UPC comme étant cet arbre à plusieurs branches. Et il magnifiait cette façon de faire. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut bien trouver un candidat. Vous pensez que Bapo Lipo va laisser passer ça? C'est Bapo Lipo qui se balade avec le sac là? Oui, qui est le secrétaire, je sais pas moi. Le sac là quoi? Je sais pas, justement. C'est le sac d'un bonbon. Document très important. Ah bon? Parce que même quand il va saluer le président, il a le sac. Et c'est le président. C'est le sac d'un bonbon. Ne cherchez jamais à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Toutes mes excuses. Mais voilà l'image de fin, Yannick Efa. Oui, je pense tout comme Vincenzo que c'est tout simplement du buzz, surtout quand on connaît le personnage depuis quelque temps. Donc, professeur Baïbek, candidat de l'UPC, encore que ce parti, c'est un parti à problème. C'est le parti des crabes, non? Oui. Le parti des crabes. Voyez-vous, le parti historique, l'Union des populations du Cameroun. Oui, les crabes. Véritable panier à crabes, l'UPC. Merci à Yannick Efa, à Vincenzo Guidjol, à Janvier, merci à Lorraine Mendo, merci à Marie-Reine, à Marie-Noël, merci à toute l'équipe de production de notre B-News Matin ce matin, merci à toute l'équipe technique. Tenez-vous tranquille, tout le monde sera cité au fur et à mesure. Prenez soin de vous et surtout, bye bye.